lieu culturel qu'on ne présente plus désormais. Vous êtes déjà quelques-unes et quelques-uns à être venus ici à assister à des conférences, à profiter de ce tiers-lieu pour aussi faire des rencontres, faire des fêtes, y voir des spectacles bien sûr. Bienvenue à toutes aussi et tous qui ne connaîtraient pas encore le lieu. On est très content de ce rendez-vous, dernier rendez-vous déjà de la saison avant l'été, pas de l'année, mais de la saison avant l'été. Notre 8e rendez-vous pour cette saison 24-25 qui se termine avec Livre en Marche et Dominique Favario, son président. Nous avons encore quelques rendez-vous cinéphilo, rendez-vous à penser avec la fiction en partenariat avec l'Université Savoie-Mont-Blanc qui se poursuivent là jusqu'à la fin du mois de juin. Et avant de passer la parole à Dominique, on avait aussi très envie de vous dire, là plutôt côté scène nationale, que ça y est, le programme de spectacle de la saison 25-26 est sorti. Vous l'avez vu peut-être, les réservations sont ouvertes, donc n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à vous procurer le programme. Plus de 60 spectacles qui nous attendent avec plaisir pour cette rentrée 25-26. Plusieurs spectacles qui feront beaucoup d'écho, de passerelles avec les rendez-vous à penser qu'on organise aussi ensemble. Les sujets sont nombreux, que ce soit l'alimentation pour ce qui nous concerne ce soir, mais aussi la transition écologique, la montagne, nos territoires, et de manière plus large, la philosophie, l'histoire, la sociologie. Voilà, vous allez trouver de nombreux thèmes, et avec Dominique, on fera de nombreuses passerelles entre nos rendez-vous. Merci beaucoup Karine Jacquemart d'avoir fait cette route et d'arriver sous cette chaleur chambérienne. Alors vous aviez le choix entre le ski, la neige et la chaleur du mois de juin. Vous avez bien fait de venir maintenant. On est ravis de vous avoir. Merci beaucoup. Et un petit mot avant de passer la parole à Dominique pour vous dire que cette présentation est retransmise en direct sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez la partager si vous voulez la voir, la revoir après tout au long de l'été à la plage. Ce sera encore possible bien entendu. Et remercier aussi la librairie Garin qui nous fait comme d'habitude le plaisir d'être présente, partenaire pour une petite séance de dédicace à la fin de la conférence. Merci beaucoup. Merci Emmanuel. Merci à Malraux et la base de nous accueillir fidèlement pratiquement tous les mois. Merci à Karine d'avoir accepté immédiatement cette invitation pour nous parler d'un sujet sur lequel je crois qu'elle est engagée, on peut le dire, hein, c'est le minimum. Merci à Jean-Luc. Alors Jean-Luc, c'est son baptême du feu ici. Hein. Vous savez, si vous êtes des fidèles, vous voyez défiler des modérateurs. On essaye de trouver des personnes qui sont particulièrement motivées par les sujets que l'on traite. Et Jean-Luc est passionné sur ces sujets liés à l'alimentation. Et quand je lui ai posé, il m'a dit non, mais Karine, moi je la suis depuis longtemps. Donc ouais, vraiment, ça me motive. Je suis extrêmement content. Et puis Jean-Luc, maintenant qu'il a commencé avec nous, on va le faire bosser un peu plus. Vous voyez, il y a une petite pile de bouquins là-bas, dans l'angle. Ça, c'est devoir de vacances. Hein, parce que Jean-Luc, il va nous animer une conférence sur la forêt au festival Le Livre en Marche. Et puis il va aussi nous animer un échange avec un auteur, toujours sur le thème de la forêt, qui s'appelle Baptiste Bourdeau. Son livre s'appelle Bûcheron. Donc voilà, tu vas devoir toi aussi bûcher pendant tout l'été. Juste pour dire, effectivement, c'est la fin de cette première saison, mais nous, c'est le début d'une grande histoire, parce que le prochain gros rendez-vous à laquelle je vous invite de participer, c'est le festival Livre en Marche, les 27 et 28 septembre. Et là, vous aurez la même chose que ce soir, mais en puissance 20 ou puissance 50. Il y aura 14 tables rondes. Là, on est toujours avec un échange direct avec l'auteur et le modérateur. Chaque table ronde, c'est 3 personnes, 3 intervenants sur des sujets qui vous toucheront, qui vous concernent. On va parler des océans, on va parler de la forêt, on va parler de la démographie, on va parler du rapport à la nature, on va parler des métamorphoses de la société française, donc des sujets complètement transversaux. Et si vous faites 14 conférences, 3 personnes, ça fait 42 intervenants juste pour les tables rondes. Puis après ça, vous rajoutez les rencontres auteurs, il y aura 11 rencontres auteurs, il y aura 25 ateliers pour les enfants, parce qu'on veut, dès l'origine, aiguiller les enfants vers le livre et la lecture pour que le digital ne gagne pas.
vis-à-vis d'eux et qu'on puisse faire le partage des idées, le développement de l'esprit critique. Il y aura 90 auteurs présents. Et puis cette bourse aux livres qui est assez exceptionnelle, qui est un modèle d'économie circulaire, mais historique, puisqu'on a toujours plus de 60 000 livres à vendre, tous classés, codifiés, en bon état, et pour un prix moyen de 2 €. Donc 27-28 septembre, vous aurez de quoi, il y en a pour tout le monde pendant 2 jours. L'entrée, ce n'est que 5 €, donc franchement, il ne faut pas se priver. Et puis, on a déjà calé ce matin le prochain rendez-vous à penser. Et le prochain rendez-vous à penser, c'est le 15 octobre, vous pouvez déjà le noter, et on fera intervenir Flore Berlingen, je pense que c'est, on dit Berlingen, voilà, qui elle est une grande spécialiste du problème du recyclage, mais aussi d'éviter de gaspiller, du gaspillage, d'une manière générale du gaspillage. Donc elle est là pour nous expliquer les bonnes pratiques, elle fait une analyse de ce qui se passe vraiment sur la gestion des ressources et l'économie des ressources. Donc ça, c'est le 15 octobre, vous pouvez déjà noter ça sur votre agenda. Puis après, il y en aura d'autres, mais on aura plein de choses à faire ensemble. Bien sûr. Ouais. Voilà, donc bonne soirée, belle conférence avec Karine, je sais que ça va être formidable. Et puis, bien évidemment, rendez-vous les 27 et 28 septembre sur la commune des Marches, c'est pour ça que ça s'appelle Livre en Marche. Merci. Merci Dominique, merci Livre en Marche, et merci aussi à Malraux. J'étais déjà venu, même si c'est mon baptême du feu, Dominique, j'étais déjà venu assister en tant que spectateur à vos différentes conférences, et c'est toujours de très très bon niveau, donc c'est mon baptême du feu ce soir. Et merci Karine, c'est vrai, Dominique le rappelait, c'est vrai qu'on va se tutoyer. Je te suis depuis longtemps sur les réseaux, à la télé, parce que tu occupes beaucoup les plateaux télé. Et dans ce livre enquête, Les dangers de notre alimentation, aux éditions Payot, Karine Jacquemart, donc directrice générale de Foodwatch, elle dresse un constat très amer, vous allez le voir. Et c'est vraiment un décryptage sans concession des dérives de notre système alimentaire, avec comme objectif, et je pense qu'on va aborder les objectifs ensemble ce soir, Karine, dénoncer, agir, résister. Vous connaissez les chiffres. 37 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde, 2,5 milliards sont en surpoids à cause de la malbouffe, des millions de Français ne peuvent pas s'alimenter correctement, et au milieu de tout ça, les géants de l'industrie agroalimentaire. Alors tu nous expliques dans ton livre comment également notre système agricole détruit l'outil de production de demain, comment ce système creuse les inégalités, comment il crée les maladies, comment il détruit le vivant, la biodiversité, les sols, et comment une poignée d'acteurs, les géants de l'industrie agroalimentaire, organisent exprès un marché à 2 vitesses. Tu nous dis que l'on paye notre alimentation 3 fois, d'abord à la caisse, ensuite avec de l'argent public de nos impôts, et puis les subventions, et une 3e fois pour soigner des millions de gens malades. Alors la démocratie, pour reprendre un thème qui vous est cher, la démocratie, ça commence dans l'assiette. Ce livre, vous allez le voir tout au long de la soirée, c'est une invitation à la résidence collective, c'est une invitation à passer à l'action, c'est une invitation pour reprendre le pouvoir sur notre alimentation et ainsi sur nos vies. On va commencer, Karine, avec ton association Foodwatch, que beaucoup, j'espère, connaissent. Alors, votre travail ton travail, mais le travail de l'équipe chez Foodwatch, c'est de mettre les responsabilités là où elles sont. Et ce livre, pour commencer, c'est une occasion supplémentaire de mettre sur le devant de la scène, donc partager avec le grand public, les combats que vous menez dans l'association. Et dis-nous, parce que je viens d'apprendre que vous êtes une petite équipe, je pensais que vous étiez moins de 10, mais finalement maintenant, ça y est, vous avez passé le cap des 10, et vraiment avec un succès incroyable, vous êtes dans tous les médias, et dis-nous quand même 2 mots sur la stratégie de cette équipe incroyable. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Et merci beaucoup pour l'invitation, que je suis ravie d'avoir acceptée, parce que j'ai vraiment envie d'échanger avec vous. Et s'il vous plaît, restez avec moi sur le constat amer. Je vous promets que mon objectif, c'est de vous redonner de l'espoir. Voilà, donc restez et dites-moi à la fin si on a réussi collectivement ou pas, mais c'est vraiment le but. Qui connaît Foodwatch ici dans la salle ? Ouais, de nom. Et puis vous avez entendu parler des campagnes en fait récemment sur les promotions. 66% des promotions dans les supermarchés sur une enquête de 5000 produits attirent vers des produits qui sont contraires aux recommandations de santé publique. Vous avez entendu parler des additifs à base de nitrite qu'on essaie de faire supprimer avec nos amis et partenaires Yuka et la Ligue contre le cancer. Voilà. Donc en fait,
Foodwatch, en effet, c'est un contre-pouvoir citoyen 100% indépendant. Ça a été créé en Allemagne, donc on veut être européen, parce que 90% de la réglementation sur l'alimentation, elle est européenne. Mais on veut aussi agir au niveau national, parce que c'est là qu'il y a plein de politiques qui se prennent. Et le choix, ça a été d'être indépendant, au sens où on refuse toute subvention d'entreprise. Je vais y revenir, parce qu'on va quand même parler du cas Nestlé Waters et les eaux en bouteille après. Et on refuse tout don d'entreprise, donc toute subvention publique, tout don d'entreprise. Et donc c'est les citoyens, les citoyennes, voilà, à part quelques fondations familiales triées sur le volet sans conflit d'intérêt, c'est vraiment vous qui faites vivre ça. Et aujourd'hui, je fais un teasing, j'y reviendrai, mais aujourd'hui c'est plus de 500 000 abonnés à la newsletter, qui est gratuite, qui est toutes les semaines. Et bien sûr il y a les réseaux sociaux aussi, mais ce que je veux dire c'est en une dizaine d'années à peine, et avec une petite équipe d'une dizaine, ce que je veux faire avec l'équipe, c'est ça, c'est réunir les gens, c'est dire, en fait, on peut se serrer les coudes, en se serrant les coudes, on peut faire changer les choses. Et je vous promets que c'est vrai, on va en parler cas par cas. Et tu disais comment vous travaillez. En fait, c'est assez simple. On part du constat. C'est pour ça que j'ai écrit le livre aussi, dont je reverse les droits à l'association, mais je l'ai vraiment juste écrit pour vous raconter un peu du coup la vision globale une fois qu'on a 10 ans d'expérience de ces enquêtes. Donc c'est basé sur des faits, tout est sourcé. C'est le constat, c'est des enquêtes, et c'est aussi faire ce qu'on appelle du name and shame, donc nommer et faire honte aux géants de l'industrie agroalimentaire, de la grande distribution, mais aussi aux responsables politiques qui se comportent comme des irresponsables et qui ne font rien, ou en tout cas vraiment pas assez pour défendre l'intérêt général, j'y reviens. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on enquête, on dénonce, on continue avec des rendez-vous. Là, j'étais encore hier au ministère de l'Agriculture, on va aussi dans le dialogue avec les gens pour pousser, mais on sait que ça ne suffit pas d'avoir raison, on le saurait. Et je le raconte aussi avec des stratégies, des lobbies et des témoignages de quelques rendez-vous dans les ministères. Donc, il faut aussi faire du bruit, et c'est pour ça que je vais souvent dans les médias pour raconter les enquêtes, pour dénoncer ceux qui font des pratiques abusives, et pour, je l'espère, faire changer les choses. Voilà. Alors l'ADN quand même de cette association, ONG, je ne sais pas comment on dit, c'est d'apporter quand même un contenu, et ça, je sais que toi tu y tiens, mais toute l'équipe y tient, un contenu précis, un contenu vérifié, parce que c'est comme ça qu'on peut demander l'interdiction de certains produits, et c'est comme ça qu'on est crédible. Absolument, et comme du coup ça me permet de dire, y compris dans les ministères et face aux dirigeants de la grande distribution, etc., de dire, mais en fait, on ne demande pas la lune, donc vous ne pouvez pas dire non, et d'ailleurs ils ne cherchent même pas à dire non. Et d'ailleurs je n'ai jamais entendu aucune critique de ce qu'on fait honnêtement, parce qu'on ne veut pas leur faire le cadeau de dire, oh mais ils sont dans l'exagération, ils jouent sur les peurs. Non, non, jamais. Vous allez voir que même ce soir, tout le vocabulaire que j'emploie, il est pesé, il est documenté et sourcé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je ne devrais même pas être là. En fait, Foodwatch ne devrait même pas exister. Ce pourquoi on milite, c'est avec beaucoup d'autres acteurs. D'ailleurs, on bosse beaucoup, évidemment, avec d'autres associations. On va en reparler, mais l'alimentation, une des forces, c'est que c'est à la croisée des enjeux. Et c'est ça qui est hyper puissant. Des enjeux de santé publique, des enjeux de pouvoir d'achat, des enjeux environnementaux, des enjeux de démocratie, de lien social aussi. Mais donc, ce pourquoi on se bat, c'est l'accès digne pour toutes et tous à une alimentation saine, choisie, durable, à des prix justes pour les producteurs, les productrices, abordables pour les citoyens, les citoyennes, qui sont aussi consommateurs, consommatrices, mais pas que. Eh bien, c'est pas très compliqué quand on le dit comme ça. Et en plus, la bonne nouvelle, c'est que c'est un droit fondamental. Ça s'appelle le droit à l'alimentation et il est déjà inscrit dans les traités internationaux. Alors, voilà. Et donc, c'est pour ça que je dis, quand on dit ça, et qu'on dit, et je donne juste un autre exemple, quand on dit ça et que par exemple on a une campagne où on tout simplement on demande ce que l'Organisation mondiale de la santé demande, c'est-à-dire l'encadrement de la publicité et du marketing qui cible les enfants pour les produits trop gras, trop sucrés, trop salés, on n'est pas en train de dire fermez boutique et arrêtez toute la publicité sur l'alimentation. On ne demande pas des trucs délirants. On demande quand ça cible les enfants sur les produits trop gras, trop sucrés, trop salés. C'est la moindre des choses. Voilà. Et donc avec ce sens aussi de la précision, ça permet d'être hyper crédible et légitime. Et du coup, ce qui n'est pas légitime, c'est qu'on doit se battre pour obtenir tout ça. Mais c'est bien parce que c'est légitime qu'on ne va pas lâcher. Alors tu l'as dit, tu l'as esquissé. L'alimentation, c'est le fil rouge et du bouquin, bien évidemment. C'est au cœur des enjeux sociaux, économiques, de santé, d'environnement. Alors peut-être que tu peux nous dire pourquoi ces enjeux sont une porte d'entrée vers plus de justice sociale. Est-ce que selon toi, tu vas me répondre oui, mais en développant, est-ce que selon toi, c'est là qu'on peut enclencher un vrai changement ?
Oui, en tout cas, c'est un des endroits. Et il faut aussi bosser en bonne intelligence et bien regarder les violences et les discriminations de la société. Malheureusement, elles sont partout. Si je repars du début, moi, en fait, je me suis engagée il y a plus de 20 ans en ONG, donc organisation non gouvernementale, avec Action contre la faim. Et j'ai choisi Action contre la faim à ce moment-là parce que c'était sur l'alimentation, parce qu'il y avait le sujet de sécurité alimentaire. Et déjà, à l'époque, un peu intuitivement, je me suis dit, c'est important l'alimentation. C'est important à court terme pour aller aider les gens dans l'urgence, ce que j'ai fait au Libéria, en Somalie, avec les équipes, mais aussi parce que Action contre la faim, j'aimais bien, il y a un accompagnement des populations dans le moyen terme. Mais surtout, je me suis dit, parce que j'ai lu évidemment beaucoup de trucs déjà à cette époque-là, et beaucoup de trucs qui documentaient, qui démontraient que c'est pas une fatalité la faim dans le monde. C'est vraiment un problème de domination et de manque de répartition de richesses et de quelques entreprises qui mettent la main sur finalement les céréales, les terres, les semences, etc. Et là, j'ai vraiment compris qu'en fait, si on contrôle l'alimentation, on contrôle les populations. Vous voyez l'enjeu politique et de démocratie ? Et le problème, c'est que c'est aussi le cas aujourd'hui partout dans le monde, et y compris en France. Et c'est ça qu'il faut décrypter pour dire du coup, on va reprendre le pouvoir citoyen quand même. Parce que le droit à l'alimentation, c'est lié à la démocratie, c'est lié au droit qu'on est censé avoir de pouvoir déterminer de quelle alimentation on veut et comment on veut la produire. Droit qu'on nous a totalement confisqué dans un système qu'on nous impose. Donc aujourd'hui, l'alimentation est utilisée par une minorité, une poignée d'acteurs qui s'en servent pour verrouiller le système et faire du profit au détriment finalement de l'environnement, de la santé publique, de l'intérêt général et même des liens sociaux qui sont censés nous unir autour de l'alimentation. Mais du coup, comme c'est un levier puissant, moi je suis convaincu, et c'est mon invitation aussi aujourd'hui, je suis convaincu qu'on peut l'utiliser pour le contraire. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser comme levier puissant pour changer les choses. Déjà pour exiger que ce droit soit respecté et que donc les règles du jeu changent dans ce système agroalimentaire qu'on va décrypter, et aussi pour inventer ensemble, soutenir, développer des alternatives, des initiatives, plein de choses que je liste dans la partie 3 pour dire c'est possible en fait. On a plus de pouvoir que ce qu'ils veulent nous faire croire, et on peut réinventer des façons de s'alimenter, de produire, de créer du lien social et de la démocratie autour de tout ça. Donc l'alimentation, c'est un point d'entrée, mais juste, pardon, je vais le compléter. C'était vraiment aussi le message que je voulais faire passer, c'est de dire, moi je parle de là parce que j'ai développé en 20 ans Action contre la faim, Greenpeace en Afrique, et puis là Foodwatch depuis 10 ans. Donc j'ai développé une expérience et une expertise sur l'alimentation que j'ai eu envie de partager avec vous, mais c'est aussi une fenêtre sur le reste de la société. Et ce qui saute aux yeux, c'est que les violences de ce système, parce qu'on parle quand même de millions de gens qui sont confrontés à la précarité alimentaire dans un pays aussi riche que la France. On parle quand même de millions de gens à qui on répète à longueur de journée manger 5 fruits et légumes par jour, mais dont on prive l'accès à ces mêmes fruits et légumes, hein, parce que rien n'est fait pour qu'ils puissent y accéder. Donc c'est violent et c'est plein de discrimination, et c'est aussi un système de domination. Et bien finalement, c'est la fenêtre sur les violences, les discriminations qu'on retrouve dans l'ensemble de notre société. Et à l'heure aujourd'hui actuelle, où on est quand même dans un contexte politique de repli sur soi, et ben j'avais envie de dire, c'est normal qu'on soit en colère. Je me suis moi-même surprise à commencer le livre et l'introduction, j'ai écrit « Je suis en colère », je me suis dit « Waouh, j'aime vraiment pas ce sentiment et c'est trop bizarre d'écrire ça ». Et en même temps, bah oui, après 20 ans de combat, après 20 ans d'analyse, de décryptage et de clairvoyance sur le fait que c'est pas tous pourris, hein. Il y a plein de gens qui cherchent à faire bien les choses, y compris dans les administrations, y compris à l'Assemblée nationale, y compris partout. Mais globalement, ceux qui tiennent les rênes du pouvoir là depuis de nombreuses années, franchement, ils bloquent ce qui pourrait aller dans l'intérêt général et ils soutiennent ce qui est plutôt au détriment. Et voilà, allons-y, on peut faire quelque chose par rapport à ça. Encore faut-il poser le diagnostic et refuser l'inacceptable, y compris toute cette violence, toute cette discrimination qui ne sont pas une fatalité. Alors, comme on est en période d'examen, là, ça pourrait être presque le haut bac philo, mais la question, elle est quand même très simple, hein. C'est comment voulons-nous manger, qu'est-ce qu'on veut produire, hein. Mais on parle quand même, ça c'est très clair dans ton bouquin, de santé publique, de ce droit fondamental, tu en parles beaucoup, d'accès à une alimentation saine et durable. Est-ce que selon toi, maintenant, avec tes 10 années d'expérience sur ce thème, tu penses que c'est possible, on y arrive, avec ton message d'espoir, puisque tu nous as promis des messages d'espoir? Non, mais non seulement c'est possible, mais ça devrait déjà être le cas, non ?
Donc bien sûr que c'est possible, il faut juste qu'on force le système là pour remettre le truc à l'endroit et avec l'intérêt général et les droits fondamentaux au milieu de l'équation. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le constat c'est quoi quand même, si on pose un peu une photo, si je zoome en France, mais c'est un peu le même système partout. En fait, on a aujourd'hui un agriculteur, une agricultrice quasiment sur 6, c'est 18% selon l'INSEE, qui vit en dessous du seuil de pauvreté. En France. Et vous entendez comme moi le fait qu'il y a beaucoup d'exploitations qui ferment, il y a aussi des difficultés économiques, psychologiques. Enfin, malheureusement, nos paysans, paysannes ne vont pas très bien parce qu'ils sont dans un système qui les étouffe, hein, et dans lequel il y a une minorité qui s'en sort très bien. Ceux qui sont en fait les tenants du système actuel d'agriculture intensive, industrielle, biberonnée aux pesticides de synthèse. D'accord? Et je vais vous donner des chiffres, mais en gros, là, il y a une minorité qui s'en sort très bien, mais il y en a beaucoup qui s'en sortent pas bien. Et à l'autre bout de la chaîne, je l'ai mentionné, mais enfin, les chiffres, il y en a très peu des chiffres, on parle de plus de 11 millions au moins de personnes en France qui sont confrontées à la précarité alimentaire, qui n'accèdent pas 3 fois par jour à une alimentation de qualité. Et au milieu, on a quoi en fait au milieu? Au milieu, c'est ça qu'il faut regarder et c'est ça qu'il faut dénoncer. Au milieu, on a un système qui est un peu en goulet d'étranglement, vous voyez. Donc on a en gros 70 géants de l'industrie agroalimentaire. Coucou Nestlé, Danone, Lactalis et compagnie, on va reparler de vous après, parce qu'il faut name and shame, n'est-ce pas? Et surtout, on a un goulet d'étranglement encore plus fort avec 5-6 grands distributeurs qui contrôlent le marché. Donc en fait, aujourd'hui, en France, on a à peu près 70% des achats alimentaires qui sont faits en supermarché. Vous voyez le poids de ça? Et c'est pas que parce que les gens le choisissent, c'est aussi parce que y a tout un système et une histoire qui fait qu'il y a plein de petits commerçants qui ont été supprimés, que c'est eux qui ont pris le marché, etc. Et dans ces supermarchés, vous avez les 5 plus grosses enseignes de la grande distribution qui contrôlent 80% du marché. Ok. Et donc après, on vous dit, quand même, c'est un peu la responsabilité des consommateurs et c'est quand même avant tout une question d'éducation, non? Alors non, en fait, oui, chacun a sa responsabilité, oui, l'éducation c'est important, mais moi je vous dis, cette histoire d'éducation, je l'entends partout, tous les jours, y compris et notamment dans les ministères, dans le gouvernement qui ne veut surtout pas réglementer les industriels et qui fait en fait une stratégie de diversion. Parce que pour moi, et c'est ça le but du jeu là, surtout de reprendre le pouvoir en commençant par poser le diagnostic, les vrais responsables d'une situation aujourd'hui où on a des millions de personnes, y compris nos producteurs, productrices, qui n'ont pas leur droit à une alimentation saine, choisie, durable, respectée, c'est quand même ceux qui ont un tel contrôle du marché que c'est quand même eux qui sont responsables de qu'est-ce qui est mis dans les rayons, la qualité des produits et à quel prix. Vous voyez? Et donc s'il y a des millions de gens qui sont privés d'accéder à une alimentation saine, bien sûr que c'est eux les premiers responsables. Et bien sûr que quand on parle de droits fondamentaux comme le droit à l'alimentation saine et durable et la santé publique, bien évidemment, bien sûr que c'est à l'État de mettre des règles du jeu beaucoup plus claires, beaucoup plus fermes et de jouer son rôle de protection. Donc si on repart du droit, on comprend mieux. Mais si on part du marché, on voit quoi? Et je vais donner 2 exemples si tu veux bien, parce que ça éclaire. On voit quoi? On voit que ces grands distributeurs-là, qui sont à la télé en train de vous dire « Ah, nous, on est vos alliés pour le pouvoir d'achat. Alors, on va surtout s'assurer de vendre des produits pas chers. » Alors, ils sont peut-être pas chers, mais ils ont un coût sur la société et pour la santé qui coûte des milliards. Je vais y revenir avec les chiffres après. Et en fait, quand on creuse, on se rend compte de quoi? On se rend compte que, déjà, numéro 1, fin 2023, vous vous rappelez quand il y avait plus de 20% d'augmentation des prix alimentaires, là, il y avait une inflation incroyable. Quand même, moi, ça m'a beaucoup énervé quand j'ai vu qu'il y avait cette inflation et qu'on entendait aussi la petite musique des millions de gens qui allaient de plus en plus à l'aide alimentaire. Donc on a creusé. Okay, moi, j'ai embauché une économiste pendant 6 mois et on a creusé avec plein d'autres acteurs. Ça sert à rien de faire les trucs tout seul, mais on n'empêche qu'on a creusé. Et du coup, on a communiqué là-dessus. J'ai repris évidemment les chiffres dans le livre. On a réussi à démontrer qu'avec le peu de chiffres disponibles, et l'industrie agroalimentaire, les géants, et la grande distribution profitaient de l'inflation. Et en fait, notamment l'industrie agroalimentaire, c'est la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international qui ont alerté en disant quand même l'augmentation des prix et des marges, ça va au-delà de l'augmentation des coûts de production. Parce qu'à l'époque, c'est vrai qu'il y avait une augmentation des coûts de production de céréales, il y avait la spéculation sur le blé déjà, et il y avait une augmentation des coûts d'énergie. Mais ils sont allés au-delà. Moi, je vous dis, quand c'est la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international qui sonnent l'alerte,
c'est qu'on a un vrai gros problème il y a un gros incendie, quoi, parce que c'est pas des gros lanceurs d'alerte de base. Et donc, évidemment, y profiter. 2 autres exemples. Je le fais rapidement, mais vraiment, ça éclaire. Avec Foodwatch, du coup, on a publié le 15 janvier de cette année une enquête, parce qu'on a voulu aller creuser encore plus. On avait remarqué que les marges, du coup, qui sont déjà opaques, c'est un problème sur la construction des prix. Donc en fait, on a des producteurs qui n'arrivent pas à vivre dignement de leur production, on a des consommateurs qui n'accèdent pas aux produits, mais il n'y a aucune transparence sur les marges, donc on demande de la transparence sur les marges depuis 1 an et demi. Et quand on a gratté, on s'est rendu compte qu'il y avait une tendance à faire des marges plus importantes sur les produits sains et durables, genre le bio, les fruits et légumes. Oui, c'est malin, ça aide vachement les gens. Donc c'est le contraire du droit à l'alimentation. Donc on a creusé encore plus. 15 janvier, on a publié les résultats d'une enquête sur 400 produits sur le sucre. Alors, information numéro 1, je pense que vous le savez, mais je vous le redis, il y a du sucre ajouté partout. Partout, même dans les, en l'occurrence, petits pois en conserve. D'accord ? Donc faites attention à ça, parce qu'il y a effectivement une tendance, ça a un côté addictif, ça coûte pas cher, voilà. Bon. Mais le deuxième problème, c'est quoi ? C'est le marché à 2 vitesses. On a regardé 400 produits dans 12 catégories de produits. Et sur ces 400 produits, à chaque fois dans les catégories, on a regardé la teneur moyenne en sucre sur les 5 produits les moins chers versus la teneur moyenne en sucre sur les 5 produits les plus chers. Bien, ça n'a pas loupé, dans les 12 catégories, les produits moins chers étaient plus sucrés que les produits plus chers. Autrement dit, vous avez un budget limité, on vous flèche, on ne vous laisse pas le choix, on vous flèche vers des produits, soyez contents, c'est des produits pas chers. Sauf que c'est des produits qui vont être délétères pour votre santé. Deuxième exemple, là il y a 2 semaines je crois, vous pouvez trouver pareil sur le site foodwatch.fr, on a travaillé avec 6 autres associations, parce que c'était intéressant aussi, des associations qui luttent contre le changement climatique, d'autres sur la santé publique, nous on est une asso de consommateurs, donc encore une fois pour montrer le lien des choses, les équipes ont étudié 5000 promotions de supermarchés. Sur les 5000 promotions, il y avait 66% des produits, 2 tiers, qui étaient contraires aux recommandations de santé publique. J'ai bien dit contraires aux recommandations de santé publique. Les recommandations de santé publique, elles disent telle catégorie de produits, faut manger plus, telle catégorie de produits, faut manger moins, et c'est celle-là, et telle catégorie de produits, peu importe. Voilà. 2 tiers. Donc quand on dit ah, mais nous, on est les alliés des consommateurs, on fait des produits pas chers, mais qu'en fait, les produits pas chers, le plus souvent, et vous entendez la nuance, je prétends pas regarder systématiquement, ne venez pas Leclerc et Intermarché me montrer le seul produit où ça marche, le plus souvent, ils flèchent, c'est ce que nos enquêtes montrent, vers des produits qui sont mauvais pour la santé. Faut pas s'étonner après qu'on ait une épidémie de maladies chroniques dans notre pays, alors que c'est tout à fait évitable. Et c'est pour ça qu'on va y arriver, c'est que c'est intolérable et c'est évitable. Mais ils jouent, je pense, sur le côté pas vu, pas pris, quoi. Un peu comme Nestlé avec les fraudes. Tant qu'on ne nous demande pas de rendre des comptes, tant qu'on n'est pas pris la main dans le sac, tant qu'on nous laisse faire, pourquoi faire des efforts ? Alors moi j'ai envie de dire, je suis désolé, pourquoi faire des efforts ? Parce que c'est la santé publique des gens. Mais bon, ça manifestement, ça ne suffit pas comme argument. Mais du coup, en dénonçant les choses, on peut faire bouger, et surtout d'exiger de l'État et des responsables politiques de dire, mais en fait, c'est pas OK. Et là, on vous le dit, citoyens, citoyennes, on est aussi des électeurs, des électrices, c'est pas OK de laisser faire un système. Moi, les marges des entreprises, leurs profits, je m'en fiche en fait. Je leur demande pas de devenir des philanthropes, vous voyez ce que je veux dire ? C'est OK qu'ils fassent des marges et des profits, à condition qu'il y ait une ligne rouge qui soit respectée, et c'est pas la lune, c'est les droits fondamentaux et la santé publique. Or, aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Donc à chaque fois qu'on enquête, on le démontre, on va continuer à enquêter et à mettre ça sur la place publique jusqu'à ce que ce droit fondamental et la santé publique soient respectés. Alors, tu nous parlais des autres associations ou autres acteurs agir contre la faim aussi pointé il n'y a pas longtemps la précarité alimentaire avec les cas d'obésité. Et ce qui est passionnant dans ton livre, que vous allez acheter tout à l'heure, ce qui est passionnant dans ton livre, c'est qu'on passe d'une situation très générale à des choses très très concrètes. Et je voudrais qu'on rentre quand même dans les choses très très concrètes. Et tu nous dis par exemple, tu écris que faire ses courses, et c'est vrai pour ceux qui le font, vous le savez, on le sait, c'est un sport de haut niveau. Dédale de désinformation, emballage surdimensionné, mentions qui ne veulent rien dire, il faut esquiver les produits dangereux, il faut penser aux enfants. Enfin, bref, sport de haut niveau, ça c'est une belle phrase, et c'est vrai. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que ça aussi c'est déplorable et c'est pas une fatalité. Enfin, là, le problème c'est que tout est fait pour la plupart des marques, dans la plupart des cas,
pour vous induire en erreur. Enfin, ça va, quoi. Faut pas prendre les gens pour des idiots. Puis en plus, vous le voyez. Donc, en fait, moi, je suis en colère, mais vous aussi, vous êtes en colère. Je veux dire, la plupart des citoyens et des citoyennes aujourd'hui sont en colère parce qu'on est face à un système où on se sent pas écouté, on se sent pris pour des idiots. Il y a un problème de pouvoir d'achat, mais rien n'est fait pour le régler. Et même quand on prétend qu'on nous aide à le régler avec des promos en supermarché, c'est pour nous amener vers des produits qui vont pas être bons pour notre santé. Donc, en fait, il y a rien qui est OK. Et ce règne de la désinformation, il est délibéré. Donc, c'est pareil, dénonçons-le. Et surtout, malheureusement, c'est tellement délibéré que c'est difficile d'agir seul. Donc, à tel point que Foodwatch, on a une campagne qui s'appelle Arnaque sur l'étiquette. Alors voilà, ça veut tout dire. Et je ne vous cache pas que, du coup, il y a plein de cas qui nous sont remontés par les gens de notre communauté. Et voilà, vous, demain, si vous allez dans un supermarché et que vous trouvez un produit, vous dites ils me mettent une fraise comme ça, il y a un arôme derrière artificiel, enfin, il y a quand même un truc un peu louche, vous pouvez nous l'envoyer. Il y a même sur le site un mur des arnaques où vous pouvez vous-même poster sur le site. Quoi qu'il en soit, il suffit de gratter pour les trouver, quoi, ces arnaques. Donc déjà, ça, c'est un premier problème. Et le deuxième problème, c'est, vous avez aussi entendu parler de la shrinkflation, je pense, qui était l'inflation masquée, pardon pour l'anglicisme, mais c'est Foodwatch qui avait mené l'enquête, et c'est pareil, juste après l'inflation, où les gens vraiment avaient du mal à s'acheter à manger encore plus de qualité, ben là, on enquête, et on tombe sur quoi? On tombe sur plusieurs cas de produits où en fait, ils avaient changé la quantité de l'aliment, mais pas l'emballage pour que vous voyiez bien rien, et il laissait le même prix à l'unité, mais du coup c'est le prix au kilo qui a changé. Qui regarde le prix au kilo et le prix au litre systématiquement sur les produits qu'on a l'habitude d'acheter? Enfin, je veux dire, c'est pas loyal, quoi. Donc on s'est battu là-dessus, on a dénoncé, et d'ailleurs on a obtenu du gouvernement l'année dernière, pour le coup, une réglementation qui oblige les distributeurs à afficher dans les rayons quand il y a ce genre de pratique pendant au moins 3 mois. Voilà. Et au moins on dénonce pour dire ça va pas, non. D'ailleurs, petit aparté dans la série Les Bonnes Nouvelles, ça sert à quelque chose, parce que moi j'ai entendu 2-3 fois, alors souvent on nous le dit pas, donc je me dis bon, ça doit être beaucoup plus souvent, j'espère en tout cas, mais j'ai entendu 2-3 fois des gens qui bossent dans l'industrie agroalimentaire et qui m'ont dit qu'ils avaient entendu dans les départements marketing, vous savez, ces petits moments où il y a les équipes qui disent bon, alors là on va mettre la grosse fraise sur l'emballage, et ou l'allégation santé, de trucs à rien à voir pour votre santé. Et il y aurait quelqu'un d'autre de l'équipe qui aurait dit non, alors on va pas faire ça parce qu'il y a Foodwatch qui va nous tomber dessus. Eh bien, je suis ravie, voilà, parce qu'on est 10, et si on peut servir à jouer, mais on est 500 000, n'est-ce pas, et encore plus demain, et si on peut servir à ça, c'est exactement ça, vous savez, c'est la stratégie du pas vu, pas pris. Donc maintenant, nous on dit, en fait, on s'appelle Foodwatch, donc on vous voit, on vous observe, grâce aussi à toute la communauté, et on va vous dénoncer. Et comme David contre Goliath quand même, donc Goliath là, ils ont quand même besoin de leur image de marque et que vous continuiez à acheter leur marque, plus ça va se voir les marques qui font n'importe quoi, plus derrière vous aurez peut-être moins envie de les acheter et ça va peut-être les faire réfléchir aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on vous voit, quoi. C'est vraiment ça le message. Et derrière il y a un autre truc, c'est on l'a dit, hein, pardon, tu sais que si tu mets une pièce dans la machine, je pars. sais. Mais il y a un autre truc qui est hyper important, c'est que oui, il y a la part de ce que vous pouvez faire en tant que consommatrice, consommateur qui a envie d'être responsable et éclairé. Alors, quoi? Pas grand-chose, mais ça vous pouvez. Sur la liste d'ingrédients, regardez-la quand même. Et il faut savoir que ça va de l'ingrédient le plus présent, le plus volumineux, à l'ingrédient le moins présent. Donc ça, c'est pratique à savoir, parce que si vous avez de l'eau en premier ingrédient ou 2, par exemple, vous risquez d'acheter un peu cher l'eau. Vous voyez ce que je veux dire? Si la liste, elle est trop longue, avec plein de E ou de noms bizarres, les E, vous savez, c'est les additifs, il y en a 330 autorisés en Europe. C'est beaucoup, c'est trop. Il y en a 50 dans le bio, mais il y en a 330 dans l'industrie agroalimentaire normale. Et c'est trop, et les toxicologues disent attention, parce qu'on ne peut pas vraiment évaluer les risques d'effet cocktail. Donc qu'est-ce que ça fait chimiquement, tous ces trucs-là, etc. Bon, regardez quand même la liste d'ingrédients, regardez le prix au kilo. Mais en vérité, il y a plein de choses que vous ne pouvez pas faire, et que moi non plus je ne peux pas faire. Qu'est-ce qu'on sait des résidus de pesticides dans les produits qu'on achète? Quand on achète des céréales, on sait si les céréales utilisées ont été pesticidées ou pas et quels résidus on a. Il y a des limites sur ces résidus, donc normalement, légalement, c'est limité. Mais enfin, ça peut être limité, il y en a. Hein. Qu'est-ce qu'on sait des PFAS? Vous savez, ces polluants éternels. Qu'est-ce qu'on sait de, par exemple, avant, il y avait une contamination très forte d'huiles minérales, qui sont des dérivés d'hydrocarbures, reconnus par tous les scientifiques, pour le coup, il n'y a pas de débat,
potentiellement cancérogènes, mutagènes et donc dangereux pour la santé. On a réussi, au bout de 10 ans, et on a fait 3 fois des tests dans les pays européens, on a réussi à obtenir, là c'est bon, il y a une réglementation européenne qui est en train d'être finalisée. Mais ces trucs-là, ça se détecte en laboratoire. Même moi, j'ai beau avoir beaucoup d'expérience, je vais regarder le paquet, je vais avoir l'air bien maline. Donc en fait, c'est aussi pour vous dire, il joue sur le fait qu'individuellement, on n'a pas le pouvoir. Individuellement, on n'a pas le pouvoir sur le moment. Vous voyez ce que je veux dire, au moment du choix. Quand on a un peu de moyens financiers, on a le pouvoir sur le choix de où on achète, est-ce que je peux acheter du bio ou pas. Mais tout le monde n'a pas le choix. Mais donc c'est pour ça aussi que je dis, individuellement, il y a plein de choses que vous pouvez faire, on va y revenir. Mais il y a des moments où pour leur tenir tête, il faut qu'on se serre les coudes, en fait. Il faut qu'on s'organise collectivement. C'est pour ça que moi j'aime bien faire Foodwatch avec vous, parce que là, on sait qu'on peut avoir du poids et on peut tenir tête, et plein d'autres associations. Mais c'est vrai que sinon, on arrive à un constat, c'est-à-dire, ok, je suis en colère, mais enfin, je me sens aussi surtout très, très impuissante, quoi. Alors, je voudrais que tu reprécises, tu l'as dit un peu, les produits les moins chers, le plus de sucre, le moins cher, c'est souvent de la malbouffe. Et la question qui se pose, et que tu viens d'esquisser, c'est que non, les consommateurs n'ont pas véritablement le choix, l'immense majorité des gens n'ont pas le choix, mais il y a quand même un discours des agro-business, je ne sais pas comment on les appelle, que le consommateur est responsable. Alors, toi, tu le dis dans le bouquin, que lui faire porter le chapeau, c'est facile, mais il ne faut pas lui faire porter le chapeau, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que le discours ambiant, quand même, à part chez Foodwatch, c'est le consommateur est responsable de ce qu'il achète. Oui, absolument. Et c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce bouquin pour repartager avec vous. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, ouais, je redonne les droits à l'association. Enfin, vraiment, je l'ai fait juste pour vous. Donc, prenez-le, s'il vous plaît. Prenez cette info pour en faire quelque chose. Et je le dis avec humour, mais je le dis sérieusement parce que je pense qu'il y a une guerre culturelle à mener. J'ai compris ça quand j'ai lu Salomé Saké Résister. Je vois qu'il l'a lu ici, mais voilà. Moi, je l'achète par 10 pour le distribuer aussi autour de moi parce qu'il est hyper intéressant sur le fait de reprendre le pouvoir sur l'information, justement. Et par rapport à tous ces discours qu'on entend là, qui nous inondent, qui sont très anxiogènes, mais aussi très divisés pour mieux régner, qu'est-ce qu'on peut faire? Et ça, c'est hyper important parce que on peut redécrypter, se réapproprier les infos, les messages, et du coup, dans vos discussions avec vos collègues, avec vos familles, on peut décrypter ça. Aujourd'hui, c'est une stratégie de diviser pour mieux régner. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas la laisser faire. C'est pareil, c'est volontaire. Hein. Donc la petite musique, vous l'entendez, c'est quand même parce que les consommateurs veulent des produits pas chers que les agriculteurs ne sont pas bien rémunérés. Hein. Bah oui. Bah, c'est évident, non? Comme si on ne pouvait pas avoir des acteurs un peu plus transparents sur les marges qui se font, un État qui régule pour assurer l'accès de tout le monde à une alimentation saine, d'une façon qui, bien évidemment, permette aux producteurs de vivre dignement de leur production et aux consommateurs, y compris ceux qui ont un budget limité. D'ailleurs, les politiques gouvernementales et publiques n'y sont pas pour rien, hein, s'ils ont un budget limité par ailleurs, et assurer ce droit. Okay ? C'est trop facile de diviser pour mieux régner. Donc, il faut remettre la réalité là où elle est. Ce n'est pas vrai. En revanche, les marges au milieu sont totalement opaques et c'est pas normal que les produits pas chers soient des produits qui soient pas bons pour la santé. Encore une fois, il y a un droit fondamental et bien sûr que l'équation économique, elle marcherait. Vous savez, la grande distribution, ils racontent partout que quand même ils sont un peu à plaindre parce que ils font des marges toutes petites. Donc ils font des marges toutes petites parce qu'ils vous racontent leur marge nette après avoir déduit plein de choses et puis c'est 3-4% au global. C'est pas beaucoup, hein. Tu as commencé ton propos tout à l'heure en disant si vous contrôlez le système, vous contrôlez les populations. Bon, avec ce message d'espoir, tu nous dis qu'on peut le faire changer. Mais moi, je voudrais que tu... Attends, j'ai pas fini. Vas-y. Je vais finir mon propos, sinon il n'y avait pas de logique. Pardon, je finis juste ça. Et en fait, la raison pour laquelle ils annoncent cette marge globale, c'est parce qu'ils font ce qu'on appelle la péréquation des marges. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est tout d'un coup, le peu de chiffres disponibles le prouvent, on les a publiés. Il y avait des marges très très importantes sur les fruits et légumes, mais qui étaient compensées par du coup des bénéfices très très importants, qui étaient compensés par des pertes sur, par exemple, les produits transformés de la boulangerie. Voilà. Et donc, en fait, ça c'est pas OK. Vous voyez ce que je veux dire? De diviser pour mieux régner, alors que c'est eux qui sont responsables de comment ils calculent leur marge et comment ils répercutent. Et il y a un autre truc sur diviser pour mieux régner, c'est la petite musique qu'on entend tout le temps aussi, de la production alimentaire versus la protection de l'environnement. Parce qu'il n'y a pas que moi qui suis en colère, il y a les agriculteurs aussi. Oui, venir. Et puis les agriculteurs, ils sont en colère pourquoi? Ils sont en colère parce qu'il y a trop de normes environnementales.
Alors ça, c'est pareil, c'est divisé pour mieux régner, c'est n'importe quoi. Et bien évidemment que c'est faux et qu'il faut débunker ça. Est-ce que tu veux que je te dise comment maintenant ou tu veux... Non, je voudrais que tu répondes à une question. Je voudrais le laisser pousser quand même un peu aussi. Tu vas y venir, mais je voudrais que tu répondes à une question sur ce qu'il faut faire et sur notamment l'État, les autorités publiques. Tu dis dans ton livre qu'il faut impérativement que l'État, enfin les autorités publiques, doivent signer la fin de la récré. L'État doit agir, l'État doit s'en emparer. Les citoyens, donc vous, nous, on doit dire que ça suffit. Concrètement, c'est possible, ça te paraît possible? Parce que pour l'instant, l'État soutient un système fortement. Oui, absolument. Et il y a plein de façons en fait de reprendre le pouvoir. D'abord, c'est vrai qu'on a des cartes d'électeurs, d'électrices. Donc d'abord, en tant que consommateur, consommatrice, quand on a les moyens, c'est quand même chouette d'aller soutenir des filières où on peut produire un peu mieux, où ça permet aussi d'avoir des productions, par exemple en bio. Voilà, je vous le dis, le bio, est-ce que c'est parfait? Non, il y a aussi des produits ultra transformés, il y a aussi des choses à améliorer, et tant mieux, il faut que ça continue à s'améliorer, mais au moins vous avez un cahier des charges où il n'y a pas de pesticides de synthèse utilisés, et il y a 30 additifs versus 330. Bon voilà, donc disons que vous êtes exposé à moins de risques pour la santé. Encore faut-il pouvoir y accéder. Encore faut-il que cette filière soit aussi soutenue. Donc quand on a les moyens, c'est chouette effectivement de soutenir les associations, les filières, faire les choses autrement. Après, vous êtes évidemment, nous sommes électeurs et électrices. Bon, bah, faut le faire savoir. Hein. Les députés, on peut râler de ce qu'ils disent à l'Assemblée nationale, et les sénateurs et sénatrices, c'est encore pire en ce moment avec la loi du plomb qui nous fait revenir les pesticides par la fenêtre. Mais bref, mais ils ont aussi, en fait, ils représentent aussi les gens territorialement, quoi. Ils ont aussi des bureaux dans leur circonscription, etc. Et donc faites entendre votre voix. En vrai, est-ce que c'est suffisant? Non, pas toujours. Mais est-ce que c'est nécessaire? Oui. C'est comme les pétitions. Vous voyez, moi, quand j'ai une pétition signée par des dizaines de milliers de personnes dans les ministères, j'entends, on me le dit, on dit bah oui, on peut pas faire comme si on n'avait pas vu. Bah non, tu peux pas faire comme si tu l'avais pas vu, parce que c'est pas tant que Karine Jacquemart, c'est des milliers de gens qui derrière envoient le message de dire c'est important pour nous, on a vu le problème, on vous voit aussi dans votre inaction. Donc il y a ça, mais il y a plein d'autres façons. Bon, d'abord, il y a des municipales, début 2026. J'ai envie de dire, une des premières façons de reprendre le pouvoir, c'est de le prendre. Hein. Donc voilà, on n'est pas tous ou toutes faits pour ça, mais pourquoi pas, s'il y a des gens qui ont envie de se présenter et de tout simplement faire partie de l'endroit où on peut prendre des décisions, bah, c'est chouette aussi, c'est une des super façons de reprendre le pouvoir. Et après, il y a aussi créer des alternatives, etc. Mais la première des choses, c'est, surtout en ce moment, avec le rétrécissement un peu de l'espace démocratique, de liberté d'expression, etc. On continue à le prendre, hein. Heureusement on est encore en démocratie, mais enfin il faut le défendre. Donc n'hésitez pas aussi vraiment à soutenir des associations, à les rejoindre localement. Il y a besoin au niveau local, national, international, il y a besoin à tous les niveaux. Il y a plein de gens qui font des choses chouettes. Allez là où votre cœur vous porte. Mais en tout cas, n'hésitez pas, que ce soit avec des petits dons, que ce soit bénévolement, que ce soit de plein de façons, d'en parler autour de vous. Faut qu'on fasse corps, quoi. Faut qu'on montre que on est nombreux et on a envie de se faire entendre, et on va pas laisser faire, on va dénoncer en fait. Voilà, donc s'il y a des manifestations, il y a des manifestations, on peut avoir une certaine fatigue, n'empêche que c'est important, parce que quand on manifeste par des pétitions dans la rue, etc., c'est aussi une façon de se montrer, et de montrer aux décideurs et aux décideuses que on est là, et on est nombreuses et nombreux, et il va bien falloir faire avec nous, quoi. Et de montrer qu'on est en colère, de façon non violente. Moi je prône la non-violence. Mais il y a plein de façons, et vous le voyez à mon ton. Je vous laisse imaginer, quand je suis dans un ministère, j'ai les poings sur la table. Hein. Je le dis de façon très professionnelle, très constructive, avec des faits. Mais par contre, je ne laisse pas passer quand on me dit oui, mais c'est quand même une question d'éducation. Avant tout. Vous aurez bien évidemment un grand moment pour la parole, parce que l'objectif de cette soirée et des soirées de Livre en Marche, c'est d'échanger ensemble. Je voudrais qu'on revienne, Karine, sur le système agricole dont tu parles beaucoup dans le livre. Et là, tu viens de nous dire, enfin, tu nous as dit tout à l'heure qu'un agriculteur sur 6 vit en dessous du seuil de pauvreté, pour faire court, un système agricole qui coûte cher. 70% de la distribution est contrôlée à 70%, elle contrôle le marché alimentaire à 70%, donc on voit bien que ça ne matche pas, que ça ne fonctionne pas, que c'est pas OK comme tu dis, mais il faut accompagner la transition, accompagner les agriculteurs, opérer cette transition agricole. Ça te paraît, alors là c'est le deuxième message d'espoir, mais ça te paraît possible? Oui, et puis c'est indispensable, hein, surtout, parce que là on va dans le mur. Et surtout, faut
faut pas trop parler de l'agriculture ou les agriculteurs. Il faut vraiment regarder, en fait, c'est multiple, tout ça. Et pareil, divisé Notre système agricole, appelons-le. Ouais, divisé pour Mériner. Non, mais je vais expliquer pourquoi. Il y a une petite minorité qui a un intérêt économique majeur à garder le système comme il est aujourd'hui, c'est-à-dire avec des exploitations de plus en plus grandes, de plus en plus industrialisées et biberonnées aux pesticides de synthèse et aux engrais de synthèse. Et pour exemple, et notamment le syndicat majoritaire de la FNSEA, dont le président est plutôt un dirigeant agro-industriel qu'un paysan. Hein. Donc c'est connu, je n'invente rien, et puis encore une fois, les chiffres sont là. Mais je vous donne un chiffre qui est hyper parlant. Il y a une politique agricole commune. Vous en avez, j'imagine, entendu parler. C'est des milliards d'euros, en fait. Et dans l'absolu, tant mieux de soutenir nos agricultures en Europe. Et en France, je crois que c'est 53 milliards en tout en 2021 dans l'Europe. En tout cas, la France est le pays qui en bénéficie le plus, avec 9 milliards d'euros. À l'échelle européenne, 20%, donc 1 sur 5, des agriculteurs-agricultrices met la main sur 80% du gâteau. D'accord ? À l'échelle française, 20% des agriculteurs-agricultrices met la main sur 50% des 9 milliards. Parce que la PAC est basée essentiellement sur les surfaces. Et donc plus vous avez une grosse surface... voilà. Donc en fait, ces gens qui sont enfermés aussi dans ce système-là, d'accord, et ben en fait, ils ont les mêmes intérêts que le lobby de la pétrochimie et des pesticides, qui passe son temps à attaquer des lois quand on finit par en avoir dans l'espoir qu'ils puissent continuer à empoisonner tout le monde. On ne dit pas empoisonner d'habitude, mais là, vous m'avez compris. Et voilà. Donc ça, déjà, ça montre qu'il y a une minorité qui profite du système. Mais la grande majorité des agriculteurs et agricultrices, ils ont été forcés en fait dans ce système. Voilà, et je vous invite à lire Champ de bataille, qui est la dernière enquête d'Inès Léraud, en forme de BD, sur le remembrement. Inès Léraud étant une lanceuse d'alerte et journaliste d'investigation qui avait déjà beaucoup travaillé sur les algues vertes. Vous avez peut-être vu le film ou vu la BD. C'est passionnant, Champ de bataille. Moi, j'ai appris plein de choses sur le remembrement, qui est le moment aussi après-guerre où justement la répartition un peu des terres a été revue pour élargir, industrialiser, etc. C'est d'une violence incroyable. Quoi qu'il en soit, il y a plein de gens aujourd'hui dans notre monde agricole qui n'ont pas choisi ce système. On leur a imposé ce système à l'époque parce qu'on s'est dit après-guerre, il faut nourrir tout le monde, il faut aller vite, bon bref. Et en fait, ils sont enfermés là-dedans, c'est-à-dire qu'ils sont endettés, ils sont dépendants effectivement d'un système avec des pesticides de synthèse, etc. Donc il faut accompagner les agriculteurs et agricultrices. Là, j'insiste, je passe un peu de temps parce que c'est hyper important. Je ne suis pas en train de dire « Oh là là, les agriculteurs, justement, ils empoisonnent les gens avec leurs pesticides ». Non, on les a enfermés là-dedans et c'est une minorité qui les empêche d'en sortir. Ce qu'il faut, c'est politiquement décider qu'on en sort et que du coup, on prend le temps qu'il faut. Déjà, on fait assez de recherche et d'investissement pour effectivement avoir les alternatives qui vont bien. On en a déjà un certain nombre, mais il faut continuer à faire ça pour sortir de ce système. Et il faut accompagner, bien sûr, toute la profession dans une transition qui va nous sortir de là, mais qui va être juste et concrète. Et là aussi, il y a une guerre culturelle. Parce qu'au lieu de faire ça, au lieu de se mettre tous autour de la table, au lieu d'avoir des décideurs politiques qui disent « Bon, bah alors oui, ok, on a bien compris, là on va dans le mur quand même, parce que on va reparler de Nestlé, j'espère, mais on finit par même avoir nos eaux souterraines censées être minérales et naturelles qui sont contaminées avec des résidus de pesticides et d'épiphases. Donc à un moment donné, il faut se dire « Tiens, notre système, il est peut-être pas top pour demain. » Au lieu de faire ça, on a en fait un mensonge quotidien, un double mensonge même, sur la souveraineté alimentaire. D'accord ? Et donc c'est pour ça qu'il faut dire, c'est pareil, il ne faut pas laisser faire dans les débats que vous avez à votre niveau aussi. Allez-y, quoi. Faites passer ces idées-là. Ce double mensonge, vous allez voir, je pense que vous l'avez entendu comme moi, c'est la question de souveraineté alimentaire. Parce que quand même, avec les guerres, la guerre en Ukraine, toutes les guerres qu'il y a, les menaces, tout ça, soyez anxieux et comprenez bien qu'il faut qu'on soit dans la souveraineté alimentaire. Ok ? Donc, ce n'est pas le moment d'avoir des normes et des complications, là. C'est plutôt le moment d'avoir encore plus de pesticides pour produire encore plus, parce qu'il faut bien nourrir tout le monde. Hein, et en plus, il faut être souverain. Alors, c'est faux. C'est-à-dire que le double mensonge, c'est que la souveraineté alimentaire, c'est pas du tout ça. Mais alors, tellement pas. La définition des Nations Unies de la souveraineté alimentaire, et je vous redonne du coup les définitions aussi dans le livre, la définition, c'est le contraire, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment le droit des peuples à décider de ce qu'ils veulent manger et comment ils veulent le produire. C'est de la démocratie alimentaire. Autant dire c'est ce qu'on veut, mais c'est le contraire de ce qui se passe aujourd'hui. Donc déjà, premier mensonge. Et le deuxième mensonge, c'est que même si, en l'occurrence, il parle plus d'autonomie alimentaire, en fait,
la plupart des pesticides et engrais de synthèse qu'on importe, je ne vous parle même pas du cadmium, qu'on utilise, on les importe. On les importe. Donc, on est hyper dépendant, y compris dépendant du gaz russe, d'ailleurs. Donc, en fait, en quoi ça nous rend autonomes de vouloir s'enfermer dans ce système, refuser d'en changer et prétendre que c'est ça qui va nous permettre d'être souverains et de nourrir tout le monde? C'est faux. Mais c'est fait pour justifier, vous faire peur en fait, et justifier derrière de dire alors surtout on ne va pas mettre de normes environnementales et surtout on ne va rien changer parce que vous comprenez c'est dangereux. Non, ce qui est dangereux, c'est de nous mentir. Et ce qui est dangereux, c'est de nous laisser verrouiller dans un système qui met dans le mur et la biodiversité et nos ressources naturelles, donc notre outil de production de demain aussi, parce que le sol, c'est pas mieux, la santé humaine, la démocratie qu'on ne trouve plus du coup dans ces systèmes-là, et même nos liens sociaux. C'est ça qui est dangereux. Et je serais juste pour les pesticides, parce que tu l'as esquissé, pour les pesticides, ce qu'on nous raconte, c'est faux. Alors, donc, il n'y a pas de baisse en France. L'usage des pesticides n'est pas en baisse. Non, mais il y a eu plein de plans éco-phyto voulant baisser. Il y avait même eu une avancée. C'est pour ça que je dis qu'on va y arriver. C'est juste que c'est un pas en avant, un pas en arrière. Ils jouent un peu aux idiots en face à vouloir gagner du temps avec leur stratégie de lobby que je décris avec des exemples concrets dans le livre. Bon, pareil, on vous voit, c'est fatigant, mais on ne va pas lâcher en fait. À quel moment on va laisser faire l'inacceptable? Comme je dis toujours, mais en fait, on va pas vous laisser faire sans rien dire. Donc, au pire, ça fera rien, mais au mieux, on va tenir. Et bien sûr que ça marche pas. À l'échelle européenne, vous avez peut-être entendu parler du pacte vert, le Green Deal. Donc, en 2020, en début des années 2020, on avait obtenu enfin, collectivement, avec plein d'associations, plein de gens qui s'étaient mobilisés et tout, quoi qu'il en soit, il y avait eu ce Green Deal, alors, pas parfait, mais quand même. Par exemple, il annonçait l'objectif très concret de réduire l'usage des pesticides de 50% d'ici 2030. Et il y avait d'ailleurs un dérivatif sur l'alimentation qui s'appelait Farm to Fork, donc la stratégie de la ferme à la fourchette, et qui, pareil, annonçait des avancées très intéressantes, notamment un logo nutritionnel enfin obligatoire, etc. Et puis, il y a eu un retour de bâton des lobbies, et puis au niveau politique, en fait, il y a beaucoup de conservateurs. Je ne vous parle même pas de l'extrême droite qui a pris beaucoup de place là au Parlement européen. Et puis, il y a cette politique néolibérale qui veut absolument soutenir les entreprises, même quand c'est au détriment de l'intérêt général, et qui bloque tout par idéologie, en fait. Mais vous savez quoi? Ça change. Hein. Les gens qui sont dans la représentation politique, ça change. Alors, on va essayer de balayer un peu tous les thèmes avant de vous donner la parole. Et donc, oui, on va y arriver. On va y revenir avec vous. J'ai découvert dans le livre un chiffre que je ne connaissais pas. C'est que 70 grandes entreprises de l'agroalimentaire font la pluie et le beau temps. Et dans les enquêtes de Foodwatch que vous diligentez, et notamment le livre, on n'en parle jamais beaucoup de cette industrie agroalimentaire. Donc c'est très clair que c'est une poignée d'acteurs qui verrouillent le système. Oui. Et puis alors, non seulement qu'il j'ai lu ça, sur la grande distribution, c'est ça. Contrôle 80% du marché. Ouais, ça c'est dans la grande distribution, mais du coup c'est vrai aussi sur une minorité de multinationales. Et alors, merci, ça va me permettre de parler de Nestlé, n'est-ce pas? Parce que vous avez vu, ça me brûle les lèvres. Coucou Nestlé. Ben oui, en fait, il y a du coup quelques multinationales comme ça qui contrôlent beaucoup de marques et une part du marché qui est hallucinante en fait. Alors, s'ils faisaient les choses bien, peu importe. Sauf que du coup, ils profitent de cette position de domination pour complètement se croire au-dessus des lois. Donc, nous, ce qu'on dit à Foodwatch depuis des années, c'est personne n'est au-dessus des lois. Donc, on a attaqué Lactalis en justice en 2018, quand il y a eu le scandale des laits contaminés au salmonelle. On a attaqué en 2022 Nestlé, déjà récidiviste, dans le cas des pizzas Buitoni. Parce que vous vous en rappelez peut-être, mais là, les pizzas surgelées Buitoni, elles étaient contaminées avec la bactérie E. coli. Il y a eu des dizaines d'enfants malades, mais il y a aussi eu 2 morts. Donc, ça a été hyper grave. Et on a aussi attaqué en justice Ferrero la même année 2022, parce qu'il y avait le scandale des Kinder contaminés au salmonelle, vous vous rappelez? Et là, Nestlé, j'arrive sur Nestlé. Alors, je ne suis pas en train de vous dire, vraiment, je ne suis pas en train de vous dire quand vous partez de là, vous devez avoir peur quand vous ouvrez vos placards. Non, il n'y a pas des salmonelles et des E. coli qui traînent tous les jours, etc. Mais justement, en fait, on a un système, une réglementation européenne qui sont censés être hyper forts pour qu'il y ait la responsabilité des entreprises de faire des autocontrôles, de suivre la sécurité sanitaire dans toute leur chaîne. Et normalement, l'État devrait faire des contrôles indépendants pour ne pas laisser faire n'importe quoi. Bon. Il se trouve qu'il y a des trous dans la raquette. Donc encore une fois, je ne veux pas vous faire peur. Je dis juste, quand il y a des trous dans la raquette et que comme par hasard, c'est ces géants qui se croient au-dessus des lois, on ne laisse pas faire. D'accord? Pour que la prochaine fois, en fait, ils ne refassent pas ça.
Et donc là, ce qui s'est passé avec Nestlé, vous avez toutes et tous entendu parler du scandale des eaux en bouteille. Bon. Donc, qu'est-ce qui se passe? On apprend, je l'ai fait en version courte, mais c'est hyper intéressant parce que à la fois, ça en dit long sur les pratiques abusives de ces gens, et en même temps, ça en dit long aussi sur comment on peut faire bouger les choses et vous redonner de l'espoir. J'essaye. Hein. Et on a découvert au passage, en tant que citoyen, la complicité de l'État, là, pour le coup. Ouais, exactement. Et donc, février 2024, là, pour le coup, c'est l'investigation de journalistes d'investigation du Monde et de Radio France qui sortent une enquête où ils montrent de facto dans leur enquête qu'il y a eu depuis des années l'usage de filtres illégaux sur les eaux de sources naturelles et minérales de Nestlé Waters d'une part. Donc, je rappelle, hein, c'est Contrex, Vittel, Perrier et Par. Et de source Alma, c'est cristalline, l'eau la plus vendue. Et alors du coup, on découvre que ça veut dire qu'ils manifestement ils ont dû trouver à un moment ou à un autre des contaminations, ou en tout cas des risques de contamination, mais on n'en sait rien parce que c'est l'opacité totale, et que du coup ils ont utilisé des filtres illégaux. Bon, alors déjà premier truc, moi je vous le dis, hein, quand on regarde le côté système que j'aime bien, et c'est ce que j'ai voulu partager avec vous avec le livre, ok, donc en fait on est face à une industrie agroalimentaire qui pollue les sols, du coup aussi l'eau, on le sait de plus en plus, à tel point qu'ils en retrouvent même du coup des PFAS et des résidus de pesticides, comme je disais, dans les eaux censées être hyper souterraines, naturelles, minérales. Et au lieu de se dire, on a peut-être un problème avec notre système, peut-être qu'on revoit un truc ou deux, et ben en fait, ils disent rien, ils le mettent sous le tapis, ils font comme si de rien n'était, ils mettent des filtres illégaux. Bon, et ils continuent à vous vendre cette eau 100 fois plus chère que l'eau de robinet, en prétendant qu'elle est naturelle, minérale et pas filtrée. Bon, donc on a porté plainte tout de suite. Et tout de suite, il y avait effectivement des représentants de l'État qui étaient pointés du doigt dans les enquêtes. Donc Foodwatch a porté plainte tout de suite au pôle santé publique du parquet de Paris pour fraude massive, tromperie, la question aussi de la santé publique, etc. Et cette plainte, elle a été délocalisée à Épinal, parce qu'il se trouve qu'il y avait déjà des plaintes pour forage illégal là-bas, et il y a plusieurs des forages de Nestlé là-bas. Bon, très bien, on apprend ça. Mais surtout, avant l'été l'année dernière, il y a à peu près un an, là, on apprend par notre avocat qui nous appelle qu'il y a une transaction financière qui est en train d'avoir lieu entre le tribunal d'Épinal et Nestlé Waters. Et donc, on nous demande, par voie de notre avocat, à combien Foodwatch estime le préjudice. J'ai fait à peu près cette tête, sauf qu'en fait, non, j'étais beaucoup plus choqué. J'ai dit, mais c'est quoi cette transaction? En fait, on n'en veut pas. Là, mon avocat m'explique, Karine, t'es sympa, mais t'as pas le choix, en fait. Enfin, c'est pas toi qui décide. Donc, on peut pas dire, il n'y a pas de transaction entre Nestlé et le tribunal. Par contre, ce qu'on a pu dire, et qu'on a écrit à l'avocat, et qu'on a republié sur notre site internet en septembre, c'est de dire, en fait, le préjudice n'est en aucun cas financier, même si, malheureusement, pour tous les gens qui payent 100 fois plus cher leur eau... et en plus, aujourd'hui, c'est plus Perrier, c'est Maison Perrier. Parce que comme ils n'ont plus le droit d'appeler l'eau filtrée Perrier, maintenant, vous regarderez bien, c'est Maison Perrier. Voilà, bonne chance à ceux qui ont envie de continuer à explorer les aléas de cette marque. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a refusé l'argent, on a communiqué publiquement en disant on refuse l'argent. Le préjudice, c'est pas financier, le préjudice, c'est ce climat d'impunité où on est quand même censé être dans une démocratie, où non seulement le droit à l'alimentation et la santé publique ne sont pas vraiment suffisamment défendus, mais en plus, quand il y a une multinationale qui fait un truc illégal, genre on laisse faire. Et on leur donne, ils vont faire une petite provision. Mediapart a fait un article après, ils ont estimé que pendant les 15 ans de fraude massive de Nestlé Waters, ils ont gagné 3 milliards d'euros. Donc autant vous dire que les 2 petits millions là, qu'ils ont donnés dans la transaction financière, ça ne va rien changer au système. Donc nous, on a dit, c'est pas ça. Nous, on veut casser le climat d'impunité. On refuse l'argent de Nestlé, on l'a dit publiquement, et on reporte plainte. Et bonne nouvelle, c'est qu'on a reporté plainte au parquet de Paris. Et la bonne nouvelle, c'est que maintenant, ça y est, depuis février 2025, il y a un juge d'instruction qui a été nommé, c'est public, et ça y est, l'information judiciaire, c'est-à-dire l'enquête judiciaire, est en cours. Donc il y a bien des gens qui sont auditionnés par le juge. Il y a un juge dont c'est le métier qui va regarder sur la base de notre plainte qui est évidemment épaisse comme ça et qui va regarder, qui va faire son métier. Nous on dit regardez ça, ça et ça. Et la plainte elle concerne à la fois Nestlé Waters, Source Alma, mais aussi les représentants de l'État qui manifestement, il y en a qui ont fait comme d'habitude, il y en a qui ont fait vraiment bien leur boulot et il y en a qui manifestement ont été complices. C'est même plus que complaisant là. Et donc, c'est pas OK. Et ensemble, en faisant du bruit, en mettant des coups de projecteur, on dit la prochaine fois, vous allez peut-être réfléchir à 2 fois avant de le faire. Parce qu'en fait, maintenant, on ne laisse pas passer. Voilà.
Et j'espère que ça aura un effet dissuasif. J'espère surtout que ça ira jusqu'au procès et qu'il y aura des sanctions dissuasives et qu'on siffle un peu la fin de la récré. Ouais. Alors, on a bien, là pour le coup, c'est très clair dans le livre et dans ce que tu viens de dire, grande omerta, personne ne veut de la transparence, on fait face à un blocage idéologique. Mais est-ce que selon toi, et c'est même beaucoup dit dans le livre, est-ce que les industriels sont capables eux-mêmes de se réguler comme ils le demandent? Cette stratégie d'autorégulation, est-ce qu'elle fonctionne? Ou est-ce qu'il faudra une pression citoyenne et puis l'appui de l'État, des États et des contraintes réglementaires? Et je vais faire une pirouette de conclusion peut-être un peu vite pour qu'on laisse le temps. Mais merci beaucoup pour ça, parce que merci d'avoir du coup capté tous les points essentiels. On n'a même pas préparé. Franchement, il est hyper fort. Et parce que c'est effectivement un point hyper stratégique. Redis-moi en fait sur l'État, sur la pression conclusion. citoyenne et sur est-ce que les industriels, selon toi, selon les Foodwatch, engagements volontaires, sont capables de s'autoréguler comme ils le demandent, comme ils le souhaitent et comme vous ne voulez pas que ça se passe? Ok, j'étais en train de faire ma pirouette sur les alternatives, vous allez voir. Non, plus sérieusement, il y a, encore une fois, je veux pas dire tous pourris, tout ça, ça servirait à personne. Et au contraire, j'ai vraiment envie qu'il y ait des gens qui fassent les choses bien, qui puissent nous le montrer, qu'on puisse communiquer en disant regardez, c'est possible, donc les autres, qu'est-ce que vous attendez pour suivre, etc. Mais cela dit, aujourd'hui, quand même, le système est plus inquiétant que ça. Mais il y a des entreprises qui veulent faire des choses, qui disent qu'ils veulent faire plus de transparence, etc. Donc on suit aussi ça de près et on va faire l'effet domino. C'est ça aussi. Ils vont faire changer le système avec des entreprises qui s'engagent à faire mieux et on va faire effet domino pour que d'autres suivent. Il y a néanmoins effectivement un problème, c'est le refus d'obstacles et notamment des gros lobbies et des grosses industries. L'ANIA, qui est le lobby de l'industrie agroalimentaire, la FICT, qui est le lobby de la charcuterie, qui a tout fait pour bloquer une loi pour interdire ces additifs à base de nitrite, parce que ça leur permet de garder un marché à 2 vitesses, avec dans les rayons du sans nitrite plus cher, pour ceux qui ont les moyens, et du jambon rose fluo avec du nitrite, et du risque de cancer colorectal pour ceux qui n'ont pas les moyens. Et eux, par exemple, quand on a une pétition, là elle vient de monter encore avec Yuka, donc on est à plus de 500 000 signataires, quand on est au ministère de l'Agriculture et de la Santé, ce que j'ai fait plusieurs fois sur ce dossier, et je vous raconte cette saga, la réponse systématique au niveau des décideurs, à un moment donné, c'est ce que les lobbies leur disent, c'est « non mais c'est pas la peine de réglementer. On va responsabiliser les entreprises qui vont renforcer leur engagement volontaire et vous allez voir, tout va bien se passer. » Le problème, c'est que tout va pas bien se passer en fait parce que du coup, on a toujours des additifs. Alors, ils se sont engagés finalement après des mois et des mois, ils se sont engagés sur base volontaire à réduire du coup la quantité de ces additifs dans les produits. La belle affaire. Enfin, on est toujours confronté du coup à un risque évitable de cancer et notamment cancer colorectal, alors qu'ils savent faire autrement puisqu'ils vous vendent déjà du sans nitrite. Et c'est pareil sur l'objectif qu'on ne lâche pas de marketing, encadrer le marketing qui cible les enfants pour les produits trop gras, trop sucrés, trop salés. Et donc, ils nous passent des chartes et des trucs en disant mais regardez, ça va bien se passer. Alors que, et en plus, enfin, moi et mon équipe, on a été auditionnés à chaque fois. Depuis des années, il y a eu des rapports de Santé publique France, il y a eu des rapports de la Cour des comptes, il y a eu des rapports de tous les experts. Et tous et toutes, ils disent, sur ce sujet-là de surexposition des enfants et de santé publique, les engagements volontaires ne sont pas efficaces. Ça ne suffit pas. Donc après, encore une fois, ce n'est pas moi qui l'invente, quoi. Mais malgré tout, il y a une espèce d'idéologie de « on va surtout pas mettre des bâtons dans les roues des entreprises ». Et je crois autant moi je suis pas idéologue, autant la conclusion que je raconte, c'est que je pense que eux le sont vraiment, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une idéologie néolibérale de on doit soutenir la compétitivité des marchés et le chantage à l'emploi, c'est une des stratégies de lobby que je dénonce aussi. Enfin, je sais pas si ça m'inquiète plus ou pas, mais en tout cas, ils ont l'air d'y croire, quoi. Alors qu'en fait, ça n'a aucun sens, parce que si vous protégez du coup des entreprises dans un climat économique du coup, où vous protégez aussi la société des surcoûts sur la santé publique, des maladies chroniques qui étaient évitables, il est bien évident que économiquement, l'équation, elle est totalement différente. Mais là, il y a ce soutien aux entreprises qui bloque en fait énormément de décisions. Et donc c'est ça le prétexte de les engagements volontaires, c'est formidable. Encore une fois, hein, si c'est sur, j'en sais rien moi,
la taille de, je sais pas quoi, des robinets, je m'en fiche. Mais quand c'est sur des produits alimentaires qui conditionnent la santé publique, je suis plus d'accord, quoi. Alors, maintenant, on va vous donner la parole, mais il y avait un dernier thème qu'on voulait, et qu'on va aborder avec vous finalement. C'est sur cette résistance, résister. Alors, c'est toi qui dis qu'il y a mille et une façons, enfin, c'est pas toi, c'est nous tous, qui dites qu'il y a mille et une façons de résister. S'informer, s'unir, agir. Il y a plein d'initiatives locales. Donc, comment on peut faire pour se faire entendre? Enfin, bref, sur ce thème de la résistance au système, et donc avec ce que tu écris, dénonces avec cette enquête, recréer du lien. Là, peut-être que c'est à vous de prendre la parole et c'est à vous maintenant d'échanger. Peut-être que vous avez des choses vécues, pas sur les cours, c'est des dalles des informations, ça on a bien compris, mais peut-être que vous voulez, à ce moment-là du débat, intervenir. Et donc, pour ce faire, je crois qu'il y a un micro qui est à votre disposition. Voilà. Merci Malraux. Et donc, monsieur, qui est le premier au fond de la salle, c'est le plus loin. Et c'est un homme qui prend la parole en premier. C'est marrant comme c'est systématique, vous avez vu. Mais c'est. Allô. Oui, mais je suis sûr marche. que vous êtes juste derrière, mesdames. Tout va bien. Vas-y, je t'en prie. J'avais 2 questions. Je suis pas sûr de répondre complètement à la consigne, mais c'est très large maintenant. J'avais 2 questions. Une première sur ce que vous venez de dire. Je voulais avoir votre avis sur. Donc, il y a pas très très longtemps, quelques années quand même, Danone a obtenu un agrément Bicorp. Et donc, soi-disant, est devenue une entreprise beaucoup plus vertueuse. Je voulais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que c'est du greenwashing qui nous empêche de prendre des vraies mesures par ailleurs, ou est-ce qu'il y a un véritable engagement sincère derrière cette labellisation Bicorp? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, c'est, à mon sens, si on veut aller vers un modèle agricole beaucoup plus soutenable, durable, etc., il faut aller vers des exploitations qui sont plus petites, moins mécanisé, enfin tout un tas vers évidemment du bio, etc. Et donc ça entraîne le fait qu'il faudrait beaucoup plus de main d'œuvre dans le monde agricole. Il me semble qu'aujourd'hui il y a à peu près 300 000 agriculteurs en France. Il n'y a pas si longtemps, ça représentait quasiment 30% de la population. Et donc, est-ce que la population est prête à revenir vers un modèle agricole dans lequel il y a beaucoup plus de gens qui travaillent là-dedans? Parce que c'est quand même un métier qui est difficile, et si ce n'est pas le cas, comment on fait pour y arriver? Et donnez la parole à votre collègue, parce que j'ai vu que devant, elle avait juste demandé la parole, puis comme Karine va répondre maintenant. Voilà, merci. Merci pour votre intervention. J'ai une question. Du coup, vous avez parlé des municipales. Donc, au sein d'une mairie ou d'une administration, quelles actions concrètes vous semble-t-il important de mettre en œuvre? Donc, pour que vous remplissiez la baseline que vous avez dit. Donc, c'était assez long, donc j'ai pas réussi à tout noter. Pour une alimentation saine, abordable, durable sur un territoire. Alors peut-être que tu peux répondre aux 2 questions comme ça en enchaînant, puis on va faire comme ça. S'il y a 2-3 questions qui peuvent s'enchaîner, ça vous permettra d'en passer Surtout que c'est plus. large, mais je suis ravie parce que honnêtement, je l'ai aussi écrit en me disant j'ai envie d'aller reconnecter avec les gens. Donc vous passez de l'info mais échanger. Donc merci pour ça. Puis ouais, c'est large. Puis elles sont pas faciles vos interventions. On va essayer, mais on va aussi avoir toujours l'humilité de dire quand on sait pas. Déjà, ça évitera plein de débats un peu stériles, y compris sur les réseaux sociaux. Danone. Alors je suis pas allé checker. Voilà, j'ai pas mené d'enquête pour checker tous les critères Bicorp, etc. Quand même, Emmanuel Faber, qui était pas parfait, mais qui a poussé ça, il s'est fait virer. Je suis pas sûr que ce soit un bon signe. Et je suis pas en train de le défendre, mais quand même. Et après, je vais pas prétendre faire un ranking ou noter tout ce que fait Danone. Je vais quand même vous donner un exemple. C'est que en septembre, quand il y a eu un nouvel algorithme du Nutri-Score, parce que l'avantage du Nutri-Score, c'est que ça permet de comparer les produits entre eux dans une même catégorie. C'est des scientifiques indépendants. Et non seulement ça, mais un groupe de scientifiques indépendants européens revoit régulièrement le calcul pour l'améliorer au fil des connaissances et tout. Et du coup, Danone, il y a certains produits qui sont passés d'une note à une autre et moins bien notés, et notamment parce que du coup, les yaourts ont été notés différemment, les yaourts à boire. Et leur premier réflexe, ça a été de dire « Ah ben non, on sort de Nutri-Score sur ces produits-là ». Alors que c'est une des boîtes Cocorico là, du CAC 40 qui du coup est représentative quand même de l'industrie française
et que c'est la France qui a porté le Nutri-Score en premier, et que quoi, on parle quand même juste d'informer les consommateurs et les consommatrices. C'est-à-dire que c'est même pas hyper transformateur. Alors si, c'est transformateur parce que c'est intéressant sur la transparence. Quand le Nutri-Score, qui n'est pas obligatoire, mais il y a quand même plein d'entreprises qui l'ont adopté, et c'est tant mieux, et on se bat pour que ça devienne obligatoire. Du coup, quand ça se voit, la note de la qualité nutritionnelle de votre produit, il y en a plein qui ont changé leur recette en bien. Parce que tout d'un coup, ils ont un intérêt économique. Est-ce que vous voyez que bon, leur produit, il est pas trop mal, vous voyez? Donc après, il ne faut pas se tromper de débat. Le fromage, c'est salé, le beurre, c'est gras. C'est pas le sujet. Et on n'a jamais dit qu'il fallait ne pas manger ces produits-là. Ça permet de comparer la qualité entre eux. Mais donc Danone ne me paraît pas exemplaire aujourd'hui. Voilà. Je ne suis pas en train de dire est-ce que c'est le pire ou pas, parce que je ne fais pas de catégorisation. Mais j'attends mieux, effectivement, d'une entreprise. Et par ailleurs, il y a beaucoup d'autres aspects de leur production et du lien international aussi qui est pointé du doigt par d'autres associations. Donc voilà. Donc non, pas top. Après, Bicorp, je ne sais pas. Et je ne sais pas comment ils font pour rester dans les clous. Du coup, je ne suis même pas sûr qu'ils soient allés jusqu'au bout. Si, ils sont allés jusqu'au bout. Okay. Bon, très bien. Et donc il faut regarder ce qui va bien, mais il y a quand même des trucs qui ne vont pas. L'autre question, c'était sur les travailleurs agricoles. Bon, c'est hyper intéressant, hein, parce que c'est un vrai gros sujet compliqué en fait, parce que déjà aujourd'hui, on dépend aussi de beaucoup de travailleurs agricoles immigrés, hein, et dans des conditions dans les pays européens souvent pas top. Donc c'est un vrai sujet. Moi, j'ai pas la réponse à ça. En revanche, il y a plein de chercheurs qui travaillent sur ces questions-là. Regardez peut-être les rapports de l'IDRI notamment, qui sont passionnants, qui sont gratuits en ligne de chercheurs qui regardent ces questions de transition. Ce que je peux dire, c'est que clairement, il faut se mettre autour de la table, en fait. Il faut décider vers quoi on veut aller. Et du coup, une société, une agriculture résiliente, où effectivement, il y a suffisamment de gens qui en vivent, ceux qui veulent. Hein, mais aujourd'hui, c'est 400 000 fermes, je crois. Et ça continue de baisser. Parce qu'en fait, on ne donne pas les conditions aux plus petits pour que ce soit valable. Et que les gros ont tendance à racheter. Donc cette question des ouvriers agricoles, elle est hyper importante. Elle n'est pas du tout résolue, et elle doit faire partie des discussions démocratiques de comment on fait une transition et comment on prend ça en compte. Voilà, faut avoir l'humilité aussi de dire, et l'intelligence aussi de dire des fois, bah ouais, c'est pas une réponse en 2 secondes, la solution elle n'est pas toute faite, mais vous savez quoi, bonne nouvelle quand même, ça nous permet d'avoir de la démocratie, de refaire du lien social et d'en discuter ensemble, quoi. Voilà, et la troisième, du coup la troisième partie, redis-moi. Ouais. Ouais, c'est les ça. municipales. Les mairies municipales. Et c'est vrai d'ailleurs dans le discours ambiant, tu l'as dit tout à l'heure, tu l'as esquissé, mais il y a quand même un discours ambiant sur le fait que voter ne sert à rien. Toi, tu dis le contraire. Non, bien sûr que c'est le contraire. Et d'ailleurs, je cite un petit ouvrage d'une militante qui explique pourquoi, bien sûr, c'est le contraire. Et d'ailleurs, militante des quartiers populaires et des banlieues, et qui explique qu'au contraire, on en a marre aussi d'avoir une représentation sociale, de nos représentations politiques qui sont tous les mêmes, des mêmes classes sociales, pardon, mais je vais quand même le dire, c'est contre personne ici, mais vous serez d'accord avec moi qu'on a quand même un peu beaucoup d'hommes blancs hétérosexuels, CSP+, qui viennent pas des quartiers populaires. Et donc, bien sûr qu'il faut se présenter et qu'il faut voter, puisqu'il faut aussi qu'on arrive, nous, à faire levier pour faire advenir de la diversité dans nos représentations, quoi. Déjà, première chose. Deuxième chose, dans les mairies, en fait, deux choses. Déjà, il faut agir à tous les niveaux. Donc, ça va me permettre de parler des solutions et des alternatives. Est-ce qu'il faut agir, souvent on me pose la question, est-ce qu'il faut agir au niveau local, national, européen, mondial, partout en fait? Partout. Partout parce que c'est ça qui va se répondre. Et moi je crois, par rapport à ce système-là que je décris de comment on peut faire bouger les choses, je crois que, comme c'est 70% des achats dans les supermarchés, on ne peut pas faire l'impasse. Donc il faut taper dessus là, de façon non violente mais déterminée pour faire respecter les droits. Donc c'est ce qu'on fait avec Foodwatch et plein d'autres en enquêtant, en dénonçant et tout. Mais à côté, au niveau local et donc au niveau des mairies, il y a plein d'initiatives qui sont en train d'être prises. Je vous en décris plein parce que j'espère vous inspirer et que vous allez en inventer plein d'autres encore. D'accord ? Et j'en décris plein sur l'alimentation, mais aussi en dehors, y compris les artivistes qui se mobilisent en chantant et en dansant, ce qu'on adore, parce que ça donne oui, la c'est pêche. vrai que l'art, on l'oublie souvent, mais l'art est une composante essentielle. Hein. Exactement, et l'art est une composante essentielle, et c'est ça aussi militer, et c'est ça aussi résister. C'est pas juste quelque chose de pénible. Et donc déjà, au niveau territorial, pour reprendre sur les mairies, il y a cet ancrage local de qu'est-ce qu'on peut faire. Donc des épiceries sociales et solidaires,
Il y a l'association VRAC, je ne sais pas si elle est présente ici. Je veux bien que vous me disiez aussi après quelles sont les initiatives que vous connaissez ici, parce que ça m'enrichit. Et après, je peux repartager ailleurs. Mais tu vois, VRAC, par exemple, c'est une association qui fait des achats groupés dans les quartiers populaires pour pouvoir accéder justement et acheter de façon groupée des produits sains et durables. Il y a 30 expérimentations en France de sécurité sociale de l'alimentation. C'est-à-dire, ici aussi, mais voilà, super, tu vois, c'est-à-dire un endroit dont vous connaissez peut-être ou peut-être tu peux raconter. Est-ce que ça, toutes les mairies vont le faire? Peut-être pas, mais en tout cas, il faut que ce soit multiplié. Il faut que vous inventiez au niveau local comment aussi se reparler entre producteurs et consommateurs pour justement se dire, ah bon, ils ont voulu nous mettre dos à dos, mais en fait, quand on se parle, on voit très bien les façons de faire où on peut se réconcilier et faire des choses ensemble. Donc il y a plein d'initiatives qui peuvent être ou pas soutenues par les mairies. Et c'est intéressant d'aller voir les mairies. Je sais qu'à Montpellier, par exemple, il y a la caisse d'alimentation, j'en parle beaucoup, et c'est vrai que c'est celle qui est souvent mise en avant, mais la caisse d'alimentation commune de Montpellier, qui est l'expérimentation sur la sécurité sociale de l'alimentation, ils ont réussi à faire vraiment un truc démocratique avec des populations diverses. Donc la mairie, elle n'a pas son mot à dire dans les décisions qui sont prises dans le comité de la caisse, mais quand même, il y a un soutien local sur une politique d'alimentation qui soutient ce genre d'initiative, quoi. Et il y a aussi les PAT, les plans d'alimentation territoriaux. Et ça, c'est un levier hyper important parce qu'il y a de l'argent au niveau national qui va dans ces plans, mais il y a aussi de l'argent au niveau local. Et c'est un endroit où il y a de la concertation pour discuter des plans agriculture et alimentation au niveau des territoires. Voilà. Et après, je ne sais pas tout, donc vraiment renseignez-vous. Je suis sûr qu'il y a plein d'initiatives. Et puis, s'il n'y en a pas assez, allez-y, lancez-les. Alors, c'est vrai d'ailleurs, tu en décris plein d'initiatives très intéressantes et tout. Dis-nous un mot comme sur cette sécurité sociale de l'alimentation dont on parle, elle est plus large. Mais quand même, je ne vais pas casser l'ambiance, mais quand même, ce qu'on constate, c'est que ces initiatives, elles sont incroyables, elles sont géniales, elles méritent d'être soutenues, mais elles manquent quand même cruellement de moyens financiers. Donc, il faut réorienter quand même les financements vers ces initiatives. Et ça, au-delà des mots, est-ce que c'est possible ? On n'a pas répété, mais j'ai envie de dire, non seulement c'est possible, mais ça va advenir. Parce qu'en fait, ça a été chiffré en plus cette année dans les références que je peux vous donner, que j'ai citées bien sûr, mais vous pouvez aller voir. Il y a un rapport récent qui a été publié par plusieurs associations qui s'appelle L'injuste prix de l'alimentation et qui a fait ce qu'on voulait faire depuis longtemps, c'est-à-dire qui a vraiment regardé, avec un cabinet d'économistes, qui a vraiment regardé les coûts cachés en fait, de notre système alimentaire. Et en gros, combien d'argent public ? Donc, je vous la fais courte. Ce qu'ils ont estimé, c'est qu'il y a 48 milliards d'euros par an en France qui sont de l'argent public qui va soutenir le système agro-industriel, agroalimentaire actuel. Subventions, niches fiscales, etc. Et il y a au moins 19 milliards d'euros par an en France. Donc ça fait 19 plus 48, 67. On nous dit qu'il n'y a pas d'argent. Qui sont utilisés pour réparer les coûts santé publique et environnementaux. Bon, moi je pense que c'est beaucoup plus parce qu'on a d'autres chiffres, mais c'est au moins ça. Donc en fait, c'est des milliards d'euros. Et du coup, ce qu'on dit, effectivement, et on va continuer à pousser collectivement, on fait partie notamment d'un collectif, c'est important de dire ça aussi, de s'unir pour avoir plus de poids. On fait partie d'un collectif qui s'appelle le collectif Nourrir, qui a réuni en fait plus de 50 associations de paysans, de consommateurs, environnementales. Vous voyez, le côté l'agriculture et l'alimentation réunis, ils sont à la croisée des chemins, et on va pousser ça. Mais en gros, ce qu'on dit, c'est, alors de l'argent public, il y en a, mais si vous pouviez arrêter de le donner à des entreprises qui en fait sont parties du problème et aujourd'hui créer la situation dans laquelle on est, que je ne vais pas vous redécrire, et plutôt responsabiliser ces entreprises et utiliser une partie de cet argent public pour venir en soutien de toutes les initiatives locales formidables que vous allez développer, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Donc on va continuer à pousser pour ça, mais vous aussi, auprès des décideurs locaux, des parlementaires et de tout ce que vous pouvez développer, c'est utile de le faire savoir, de bien surveiller aussi les appels à projets. Il se passe beaucoup de choses, et notamment avec les PAT. Je crois qu'il y a un fonds qui s'appelle Bien Manger, qui régulièrement fait des appels à projets aussi. Allez, qui veut la... Bonsoir, je suis de ce côté. Pardon, monsieur, après c'est à vous. Je m'excuse, je suis un mâle blanc de plus de 30 ans. C'est pas grave, hein, le tout c'est d'en Voilà. avoir conscience et Oui, de faire oui, attention aux autres. Non, c'est un petit clin d'œil. Merci pour votre action et pour votre exposé. En essayant de faire bref, justement, je reviens à la consigne. 3 informations sur des actions en cours sur notre territoire, sur l'agglomération de Grand-Chambéry. Il y en a une première qui a été évoquée, c'est sur la sécurité sociale de l'alimentation.
C'est intéressant. Pour l'instant, il y a une phase expérimentale sur le territoire des Bauges, qui est le massif qui est un peu au-dessus, plus 2 communes, Barbera et Laravoir. Et ce qui est un petit peu original et intéressant, c'est que c'est piloté par la CAF, la Caisse d'allocation familiale, justement, pour ne pas perdre de vue le côté social, enfin la cible un peu du truc. Il y a la MSA, donc l'équivalent pour l'agriculture, et il y a l'ELEF, qui est une monnaie locale, qui a déjà fait ce travail, je dirais, à travers les prestataires chez qui on peut aller échanger nos coupons de l'ELEF, de sélectionner, je dirais, des producteurs ou des services qui ont quelque chose d'éthique et quelque chose d'intéressant. Et la ville de Chambéry, je crois, pas un scoop, mais est en train de réfléchir pour s'y associer. Donc ça fera monter en puissance un peu cette initiative. La deuxième chose, j'ai été anciennement élu, pour être précis un petit peu sur ce qu'on peut faire dans une commune ou dans une agglo. Dans une commune, il y a un levier extraordinaire, c'est la restauration collective. Dans toutes les communes, il y a des cantines et ça représente déjà beaucoup de repas, ça permet de faire de l'éducation, ça permet d'entraîner les adultes parce que quand les enfants sont partis, on a gagné. Et donc voilà, avec l'objectif municipal 2026, au moins intéressez-vous à interpeller vos élus ou présentez-vous bien sûr et essayez de regarder les cahiers des charges pour les rendre un peu plus vertueux dans les fonctionnements des cantines. Et puis, au niveau de l'agglomération, il y a un schéma agricole qui existe depuis 2 mandats avec un plan alimentaire territorial, mais qui pour l'instant est une coquille vide. Mais il y a quand même dans les communes, là aussi, des initiatives intéressantes qui ne sont pas propres à notre territoire, mais de ce qu'on pourrait appeler des fermes urbaines. C'est-à-dire quand il reste encore des terrains agricoles sur une commune, il est tout à fait possible. Il y a des tas de jeunes qui veulent s'installer. Hein. On a une école de formation d'agriculture à la Motte-Servolex. Donc, essayez de pousser vos élus, et des fois, ça marche. À la Motte-Servolex, voilà, il y a un projet qui démarre avec en plus un côté insertion intéressant. Il y a Barbara, enfin, il y a d'autres trucs. Ça, c'est des trucs simples. Il faut aller voir, faut prendre rendez-vous avec les élus, il faut les travailler, et c'est dans l'air du temps. Donc, il faut les pousser, mais il faut y aller, ça peut marcher. Et enfin, je termine sur ce qui me tient le plus à cœur, et c'est le petit regret, mais le format était évidemment trop court pour que vous puissiez faire le tour de tout. Vous avez parlé de l'agriculture et de bien se nourrir, mais on ne se nourrira bien que s'il y a du foncier et suffisamment de foncier par rapport aux défis alimentaires énormes qu'on a sur notre pays. Et il faut vraiment se bagarrer, même si les députés et les sénateurs sont en train de détricoter la loi ZAN, sur sanctuariser vraiment à 100% les terres agricoles qu'on a aujourd'hui. C'est un combat vital. Si on ne gagne pas ce combat-là, on n'arrivera pas à gagner sur l'alimentation. Et on a un exemple terrible et vachement intéressant. Vous pouvez là aussi rejoindre les gens qui se battent. Il y a un collectif qui se bat pour essayer de sauver 21 hectares de terres agricoles sur une extension de Savoie Technolac et qui fait une proposition pour que Savoie Technolac puisse continuer à grandir, mais en se densifiant et qu'on ne touche pas à ces terres qui sont parmi les meilleures de Savoie parce qu'elles sont très proches du lac du Bourget. Il y a un contre-projet agricole qui a été élaboré, donc il faut soutenir ce type d'initiative. Ceux que ça intéresse, j'ai mis des petits papiers sur les tables qui sont derrière, vous pouvez venir me voir éventuellement. Merci pour votre intervention, et ça rebondit sur la question de madame, je te donne la parole Karine, ouais. Mais ça rebondit sur la question de madame sur ces élections municipales, quoi faire et tout. On est en plein, alors Chambéry je ne sais pas, mais partout on est en plein dans les consignes de PLU ou PLUI. Emparez-vous de ces sujets, allez déposer, lisez ce qui s'y passe, et pour répondre à la question, oui c'est très important et c'est maintenant. Ouais, on a plus de pouvoir que ce qu'ils croient, et c'est super. Merci beaucoup, parce que c'est effectivement ce genre d'initiative qui redonne de l'espoir. Et en fait, ça arrive. Et puis, moi, je peux vous dire aussi qu'on ne sait pas par où commencer. En fait, parlez-en autour de vous. Là, vous avez une initiative, vous pouvez aller voir, enfin, et vous allez découvrir qu'en fait, il se passe des choses, vous allez vous connecter. Enfin, ça va plus vite qu'on ne le croit, et surtout, tout est utile. Je vous promets, même la moindre pensée, la moindre discussion, tout est utile aujourd'hui, vraiment. C'est ce que je vous raconte aussi. Et moi, je peux vous dire, ça fait plus de 20 ans que c'est mon remède, hein. C'est-à-dire que être dans l'action, c'est mon mécanisme de survie. Et qu'est-ce que ça fait du bien d'être en mouvement, d'être en connexion avec les gens et tout. Donc merci pour tout ça. Il y a aussi il n'y a qu'une région à ma connaissance qui l'a fait, mais du coup je partage dans ma tournée là, les bonnes idées. Donc je prends les votes, j'irai aussi les essaimer. J'étais dans le Pays Basque il n'y a pas si longtemps, et je crois que c'est la seule région où ils ont même réussi à créer une chambre d'agriculture indépendante. Ce qui leur a valu une petite guéguerre juridique aussi pour arriver à la faire reconnaître et tout ça. Mais bon, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est, oui, enfin, à un moment donné, la dissidence, encore une fois, moi, ma ligne rouge, c'est la non-violence. Mais avoir des zones à défendre parce qu'on estime que c'est totalement illégitime et délétère de bétoniser ou développer quelque chose, voilà, contre des terres qui peuvent être agricoles,
monter des circuits parallèles et puis certainement commencer par mobiliser vos élus ou les projets territoriaux. Bien sûr que ça commence par là et bien sûr que c'est essentiel et bien sûr que c'est avec nous toutes et tous qu'on va changer tout ça. Allez, on enchaîne avec quelques questions. J'ai vu madame qui a le micro d'ailleurs. Oui, c'est pas à propos des consommateurs, c'est à propos plutôt aux racines, c'est-à-dire des formations pour les futurs agriculteurs, c'est-à-dire nos jeunes. Est-ce que Foodwatch va mettre son nez dans les programmes scolaires? Est-ce qu'il n'y a pas un recul au niveau de l'écologie? Est-ce qu'il n'y a pas des réformes qui font tout sous couvert justement appuyé par les lobbies pour former des futurs agriculteurs avec de l'agriculture intensive? J'ai des témoignages très personnels de formateurs en crise qui ne peuvent pas faire leur boulot parce qu'ils n'ont plus les moyens de le faire. Voilà. Ouais. Malheureusement, je vais être toujours honnête, et non, en fait, là, on est 10. Mais on travaille avec beaucoup. J'ai oublié de mentionner Terre de Liens. Terre de Liens, association géniale sur la question du foncier. Vraiment, et encore une fois, sur chaque sujet, il y en a plein, et Terre de Liens, hyper important. Là, j'ai pas de nom qui me viennent en tête, mais je sais qu'il y en a qui travaillent là-dessus. Bon, malheureusement, effectivement, tant qu'on a un système dominant qui cherche à nous verrouiller un narratif qui nous raconte que c'est comme ça et que c'est bien comme ça, ben, c'est ce qu'on retrouve aussi dans les formations. Donc, oui, il faudrait que ça change. Je suis pas du tout expert du sujet et je peux pas prétendre qu'on ait un rôle là-dessus, mais ça vaut le coup de regarder les associations qui peut-être sont plus sur le côté éducation et tout. En revanche, quand un lobby devient un peu trop visible, donc du coup, je vous préviens, on vous voit. Elle est où la caméra? Coucou. Quand un lobby devient un peu trop visible et vient faire de la promo dans les écoles, c'est non en fait. Et malheureusement, ça se voit trop souvent. On l'a déjà dénoncé une fois ou deux et on va continuer à être vigilant parce que ça commence aussi par là, quoi. Et il y a eu à un moment donné la semaine du goût. Et on s'est rendu compte quand même que ça semblait être la semaine de la porte ouverte à certains lobbies de l'industrie agro-industrielle. Donc voilà, il ne faut pas qu'il y ait de mélange des genres, en effet. Maintenant, tant qu'on a un récit dominant qui ne va pas dans le bon sens, malheureusement, ça va percoler dans le reste de la société. Mais travaillons au changement. Ouais. Allez, une question, madame. Ça ne va pas être une question, ça va être juste une information. D'abord, je vous pardon. remercie pour votre intervention. J'ai appris plein de choses ce soir. Je voulais juste faire une information. Les agriculteurs ont besoin de nous, surtout la Confédération paysanne. Si vous souhaitez les soutenir, il y a une association 74-73 des Amis de la Confédération. C'est une association aussi nationale. Vous pouvez retrouver soit sur Internet, les Amis de la Confédération, ou j'ai des bons d'adhésion à cette association sur une des tables là-bas. Ils ont vraiment besoin de notre soutien et on ne peut pas adhérer à la Confédération parce que nous ne sommes pas paysans, mais nous, en tant que citoyens, nous pouvons y adhérer. Et c'est important. On a un objectif de 18 000 adhésions pour cette année, d'adhérents pour faire du poids au niveau du gouvernement, au niveau de tout pour eux. Juste un mot, merci pour ça, absolument. Et d'ailleurs, ils sont aussi membres du collectif Nourrir dont je vous parlais, parce que du coup, c'est le côté paysan et c'est hyper important qu'on se comprenne mutuellement et qu'on parle d'une seule voix. Et on est aussi partenaire très proche depuis des années dans le collectif Stop CETA Mercosur contre ces accords de commerce dont on ne veut pas, n'est-ce pas? Alors, juste avant peut-être une toute dernière question, sur les mobilisations citoyennes, j'ai lu dans le livre, mais tu me l'as dit aussi en aparté tout à l'heure, ça marche, ça remonte quand même dans les ministères et les cabinets, chefs de cabinet, je ne sais pas, en prennent on va dire, compte. C'est pas rien. Oui, c'est pas rien. Et puis en fait, honnêtement, plus ils sentent que les citoyens, les citoyennes, sont conscients qu'on peut faire changer les choses, que c'est pas OK ce qu'on nous impose et qu'on est prêt à bouger, plus ça peut les faire bouger eux. Parce qu'en fait, notre immobilisme, et c'est pas notre faute, c'est aussi qu'on est dans une sidération là en ce moment. Franchement, les nouvelles tous les jours, ça donne plus envie de retourner se coucher que de se dire allez, c'est parti. Bon, donc je comprends. Mais l'espoir que je suis en train d'essayer de partager avec vous et l'inspiration aussi, c'est de dire, mais en fait, la meilleure réponse qu'on peut apporter, c'est de dire c'est pas OK en fait, et de le faire savoir. Donc par tous les moyens. Si vous êtes dans une entreprise où vous avez l'impression qu'ils pourraient faire différemment et qu'ils ne font pas bouger avec vos équipes et puis à travers votre entreprise, si vous êtes
J'en sais rien, si vous êtes libéral et que vous êtes dans des fédérations, discutez-en dans vos fédérations, mais discutez-en aussi avec vos voisins, dans les associations, partout. Mais tenez aussi pour responsables et plus redevables déjà les entreprises dont on peut dire le nom, hein, pour dire en fait vous ça va pas, donc là vous pouvez faire des choix, mais aussi les responsables politiques. Et encore une fois, il y en a plein. C'est aussi la bonne nouvelle, vraiment. Il y a plein de gens, moi je les rencontre, je les vois, eux aussi et elles aussi. Il y a plein de gens dans les ministères, dans les administrations, au niveau local, certainement vous les connaissez mieux que moi, mais à l'Assemblée nationale et tout, j'en connais aussi. Il y a plein de gens qui veulent, comme vous et moi, faire bouger les choses pour mieux défendre l'intérêt général, une société plus solidaire, plus durable. Et je peux vous dire qu'ils nous disent aussi un truc, c'est que quand on fait du bruit, en fait, ils nous disent merci. Parce qu'après, dans les discussions internes, que ce soit dans les entreprises, par exemple, les dirigeants RSE, responsables, vous savez, société, environnement, là, qu'on dit, responsabilité sociale et environnementale. Pardon, j'ai tellement vu du greenwashing sur le RSE que j'ai mis un peu de côté. Mais c'est important, ça peut être important. Et les dirigeants, les responsables RSE dans une grosse boîte, par rapport aux responsables financiers et marketing, autant vous dire que c'est un peu comme le ministère de la Santé face au ministère de l'économie et de l'agriculture. Et tous ces gens-là qui ont du mal à se faire entendre, mais qui veulent faire bouger dans le bon sens, quand on se mobilise, que ce soit au niveau local, au niveau national, quand on dénonce, quand on a une pétition signée par des milliers de signataires, etc., en fait, on les aide. Parce qu'on secoue et on dit, là, il va falloir que vous ayez une réponse. Vous, ministère, vous, mairie, vous... parce que les citoyens, ils regardent là. Et puis, ils bougent. Puis, ça ne va pas bien se passer si ça continue en termes de, au moins, on va descendre dans la rue, on va, encore une fois, j'appelle pas à prendre les fourches. Mais quand même, à un moment donné, faut qu'ils comprennent que c'est pas OK, en fait, de faire une cocotte minute avec les citoyens et les citoyennes en leur mettant la tête sous l'eau, quoi. Et donc, effectivement, on peut faire ça et ça peut faire bouger. Alors pour terminer, je voulais juste vous citer un petit papier d'un collègue qui s'appelle Jean-Jacques Fresco. Il écrit dans une newsletter qui s'appelle Nature. Et il vient d'écrire dans cette semaine un récent cri d'alerte lancé par la Confédération nationale des médecins libéraux sur notre exposition au cadmium et ses conséquences. Elle révèle plein de choses. Allez chercher son texte. Et j'ai trouvé son titre assez excellent. C'est pour ça que je voulais le dire. Ça s'appelle « Serial Killer. Ils peuvent continuer à nous assassiner en toute impunité ». Donc, c'est aussi des gens qui travaillent à vos côtés. Ouais, merci pour ça, mais surtout juste un mot. Enfin, vraiment, moi, je me retrouve dans une situation où ça m'embête même parce que j'ai l'impression d'être dans un rôle d'être transporteuse d'anxiété, quoi. Okay, donc, comme j'ai dit, il n'y a pas rien qui va, mais quand même, il y a suffisamment de choses qui ne vont pas pour qu'on soit légitime et que ce soit important de le dénoncer et de dire ça, c'est pas OK, comment on fait autrement. Et il y a 1001 façons d'agir. Je vous promets que je le pense et que je le vois tous les jours. Il y a 1001 façons d'agir et tout compte. Voilà. J'espère que je vous ai redonné de l'espoir. Oui, c'était mon objectif ou pas? Dites-moi un truc. Oui, la conclusion en forme d'espoir. Donc, on y va. L'opacité, ça suffit. L'impunité, ça suffit. Le repli sur soi, ça suffit. Mais donc, on a bien compris et on l'a entendu dans vos interventions. L'imagination, elle est bien là. Elle est partout dans les territoires. Vous en êtes la démonstration. Il y a plein d'exemples partout. Faites-les remonter. C'est absolument extraordinaire. Merci Livre en Marche d'avoir imaginé cette rencontre. Merci à Malraux, comme d'habitude, pour les soutiens techniques. Et puis le replay, parce que vous allez le regarder en replay sur les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube et sur le site internet de Malraux, et peut-être même de celui Oui, sur la chaîne YouTube de Livre en Marche, absolument. Voilà, sur la chaîne de Livre en Marche. Et puis maintenant, vous allez vous précipiter pour récupérer le livre. C'est la librairie Garin qui vous le vend, et Karine restera là à votre disposition pour le signer et échanger avec vous. Voilà, donc cette soirée est terminée. Merci. Et puis donc, j'ai bien compris, Dominique, le rendez-vous au mois de septembre pour le festival Livre en Marche aux Marches. Tout à fait. Alors juste avant, d'abord merci Karine, merci Jean-Luc, c'était très, très animé. Alors s'il y en a qui n'ont pas tout suivi, parce que c'était très dense, nous avons la chance dans l'équipe de Livre en Marche d'avoir une personne qui s'appelle Pascal Merle et qui, derrière, a retranscrit toute la conférence avec ses dessins, et maintenant elle nous le fait systématiquement. Vous allez voir, c'est un travail, je vais dire, à la fois de synthèse, mais un travail artistique merveilleux. Et Pascal, voilà, pendant 1h30, elle a gratté là sur le mur du fond, et vous allez retrouver... Pascal, venez au micro nous en dire 2 mots là, parce qu'on est loin, on ne voit pas. On va la voir sur les réseaux, mais venez ici. Vous pourrez prendre aussi en photo le document. Alors ça, c'est un peu une spécificité de nos rendez-vous. Ça se fait assez peu, hein, et chaque intervenant repart toujours avec
son histoire sous le bras, quoi. Ça lui permet de réviser pour la fois d'après. Je suis très curieuse et très touchée parce que pour moi, c'est une première. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup d'avoir fait ça. Merci. Alors c'est forcément très succinct, ça va vite. Donc ce sont des mots et des petites évocations en pensée visuelle qui vont vous permettre de mémoriser des choses que vous avez vécues ce soir ici en écoutant l'intervention. Et donc l'idée c'est de vous permettre de repartir avec une image et que vous puissiez raconter ailleurs tout ce que vous avez retenu de cette soirée et que vous puissiez illustrer la thématique de Livre en Marche, c'est-à-dire essaimer la matière à penser. Voilà. Ça ne se substitue pas au livre, toutefois. Merci. Donc la démocratie commence dans l'assiette, vous l'avez bien compris. Ce livre, je le disais au début, une invitation à la résistance collective, à passer à l'action pour reprendre le pouvoir sur notre alimentation et sur nos vies. Il est à votre disposition, Karine est à votre disposition. Bonne soirée à tous, rendez-vous au mois de septembre aux Marches.